J'ai rêvé d'être avocat, je suis devenu instituteur et j'ai choisi de réaliser mon rêve finalement. J'ai des convictions, je les affirme, je peux avoir des échanges extrêmement vifs, tant mieux si on nous prend pour des gens brillants, mais je dis aussi aux jeunes confrères, soyez qui vous êtes. Ça me coûte beaucoup d'être vu. Alors c'est paradoxal quand même, parce que le gars il va à la télé, comme tu l'as dit. Finalement quand même, j'ai découvert que nous sommes des commerçants. Les avocats, il faut qu'on soit tous ensemble, parce que je pense vraiment qu'il faut que nous soyons extrêmement solidaires. Si toi, juge, tu n'es pas à la hauteur de ta mission, nous sommes là pour le dire. Et parfois on n'a pas le courage de le faire, hein, parce que parfois on a quand même vu des juges les yeux fermés. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de ce podcast qui donne la parole aux avocats pénalistes. Le but, c'est vraiment d'avoir une discussion tout à fait informelle, comme on peut en avoir parfois entre confrères dans l'attente d'un délibéré, et de se raconter, un peu ce qu'est notre métier, ce qu'est notre vie. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Christian Saint-Palais, un éminent confrère, une figure emblématique du barreau. Bonjour et merci de m'avoir rejoint pour cette discussion. Salut Philippe-Henri, c'est moi qui te remercie de m'avoir invité. Donc comme je l'ai dit, le but c'est de discuter et aussi pour moi de te poser des questions que j'ai peut-être jamais pu te poser parce que c'est vrai qu'on se croise souvent, qu'on discute un peu et de pouvoir simplement prendre le temps. La première question, qui est je crois une question que tout le monde se pose un peu quand on connaît un peu ton parcours, si j'ai bien compris, toi au départ tu étais instituteur. Et tu as décidé de devenir avocat, ce qui est quand même un changement inhabituel. Oui, peut-être que je peux dire, j'ai rêvé d'être avocat, je suis devenu instituteur et j'ai choisi de réaliser mon rêve finalement et de devenir avocat. Parce que toi, tu grandis dans le Béarn, c'est ça ? Alors, je grandis dans le Béarn, je suis fils de paysan dans un petit village. Et être instituteur, c'était déjà, pour moi, ma génération, mais pour nous, c'est étrange de dire ça aujourd'hui peut-être. Mais c'était déjà l'accomplissement d'un beau parcours professionnel. D'autant que c'est une profession qui m'a beaucoup plu. Enfin, j'étais très jeune. Bon, à ce moment-là, on devenait instituteur après une formation à l'école normale d'instituteur, juste après le bac. Donc, j'ai eu mon bac à 16 ans et demi, je suis rentré à l'école d'instituteur, et à 18 ans, ou même à 20 ans en tout cas, j'étais instit. Et même pendant l'école, on faisait beaucoup de remplacements. Donc, j'étais quand même très jeune. Et c'est là que j'ai décidé, effectivement, de demander dès la première rentrée un poste à mi-temps, pour financer mes études de droit, que j'ai commencé en début d'année. Mais enfin, il n'y a pas là grand mérite, j'étais quand même très très jeune. Mais ensuite, j'ai exercé à mi-temps en faisant mes études de droit. D'accord, ah oui, ça veut dire qu'en fait, tu te dis première étape, je vais devenir instituteur, c'est déjà pas mal. Oui, ça n'était pas bien glorieux, mais c'était une satisfaction personnelle. Et puis je redis que j'ai adoré ce métier, j'ai adoré enseigner, et j'ai appris très jeune quand même des éléments qui, d'après moi, ne sont pas inutiles dans notre profession, c'est-à-dire d'expliquer des choses, de retenir l'attention de nos auditoires. J'avais 18 ans quand on m'a donné des cours, un peu de technique, je dirais, et de préoccupation de son auditoire, ce qui n'est pas négligeable quand on plaide. Oui, exactement. Et souvent, d'ailleurs, quand je discute avec les confrères qui ont fait autre chose avant, ils disent toujours, oui, mais en fait, moi, ce que j'ai fait avant, ça me nourrit complètement dans ce que je fais maintenant. Donc toi, tu dis, en fait, le fait d'avoir appris à parler, bon, finalement, à des enfants, c'est peut-être utile quand on veut parler à des magistrats. C'est le public le plus compliqué. Parce que les magistrats, bien sûr, sont sans doute plus évolués que les enfants, assurément même. Ils n'ont pas une capacité d'attention bien supérieure à celle des enfants parfois, surtout en fin de soirée. Donc voilà, c'est pour dire qu'en tout cas, j'ai été alerté sur des préoccupations qui ne sont pas inutiles. Et puis, c'est vrai que toutes les rencontres nous nourrissent. Surtout nous qui sommes avocats pénalistes, qui allons rencontrer des profils extrêmement divers. Et donc, tu deviens avocat au départ dans le Béarn, là d'où tu es originaire, ou au départ à Paris ? Alors, je fais toutes mes études à Pau. À Pau. Donc Pau, avec une très belle université, il faut le dire devant un public parisien, parce que c'est une très très belle université, avec un très bon département de droit public, et je suis publiciste. Je suis publiciste pourquoi ? Parce que je suis fonctionnaire dès lors que j'ai intégré l'école normale à 17 ans, et que je conclus un contrat avec l'État de 10 ans de service, puisque les études sont financées, en réalité, quand on rentre à l'école instituteur. C'est pour ça que, quand on est un fils de paysan, on est bien heureux que les études soient financées. Et c'était un objectif pour certains d'entre nous de commencer dans la vie professionnelle de cette façon. Donc, tu as un contrat de 10 ans avec l'État, tu dois être fonctionnaire, et donc je suis devenu publiciste pour, le cas échéant, passer des concours et respecter ce contrat. Et j'ai commencé une thèse.
une thèse en droit public, la liberté d'information en droit comparé franco-espagnol. J'avais de grandes ambitions. Ouais. Mais là, j'ai compris, alors là, vraiment, j'ai compris, à ce moment-là, que, en réalité, je ne suis pas un intellectuel pur. J'étais un très bon étudiant en droit, je crois pouvoir le dire, et mes professeurs se disaient, ben voilà quelqu'un qu'on va préparer à l'agrégation de droit public, parce que l'université de Pau a de très très beaux professeurs, agrégés de droit public, Hélène Ruiz-Fabry, deuxième à l'agrégation, Denis de Béchillon, pur produit de la faculté de Pau, grand constitutionnaliste, premier à l'agrégation de droit public, puis moi j'arrivais derrière. Ah, mais avec un niveau quand même, d'après moi, très, très inférieur quand même à celui d'hommes et femmes prestigieux dans cette université. Bon, et là, au bout d'une année, j'ai dit, Saint-Palais, il faut vraiment que tu choisisses ta voie et que tu fasses ce que tu as envie de faire. Bon, et là, j'ai passé le concours pour entrer à l'école d'avocat. D'accord. L'examen pour entrer à l'école d'avocat. De Pau. Et tu tombes, tu te diriges vers le droit pénal directement ou de publiciste au départ tu dis tiens je vais être avocat publiciste et puis on va voir ce qui se passe? Non, alors là je suis, cette fois-là plus âgé que les autres. J'étais assez jeune, très jeune quand j'ai eu mon bac, mais à ce moment-là, oui. le temps de faire mon parcours, et j'avais 28 ans. Je passe l'examen d'école d'avocat donc à Pau et mon père à ce moment-là est exproprié d'une partie de sa propriété. L'expropriation, c'est la dépossession en fait de tes terres ou de ta propriété dans la perspective d'y construire un ouvrage public. Donc, il est exproprié. Au cœur de ta spécialité, quoi. Alors, moi, assez loin, parce que le problème pour mon père, c'est d'être indemnisé à la juste hauteur, à la juste hauteur de la valeur de sa terre, qui ne vaut pas grand-chose en Béarn, mais enfin, quand même, on estime que ça a une certaine valeur. Et donc, il faut un avocat. Et il y a un avocat parisien qui vient plaider à Pau sur des affaires d'expropriation, parce qu'il y a d'autres secteurs du Béarn qui sont concernés par des expropriations. Et comme il a quelques craintes à rencontrer cet avocat parisien qui vient plaider à Pau et qu'il voudrait rencontrer pour lui demander de prendre en charge son dossier, moi je suis élève avocat à ce moment-là, et donc il me demande de l'accompagner. Et nous prenons un café avec Jacques Rinaldi qui va devenir mon premier patron. Parce que Jacques Rinaldi, moi je ne connais rien à l'expropriation, franchement. Surtout que lui, il traite de la phase indemnitaire, donc ça c'est le juge. Ça n'est pas du tout la phase administrative, qui aurait pu être effectivement ma spécialité. Mais je rencontre cet avocat, je lui dis que mon épouse est à Paris, que finalement je vais peut-être chercher un stage à Paris pour rejoindre mon épouse. Et ce que je ne sais pas, c'est que quand il rentre à son cabinet, il va dire à son associé, j'ai rencontré un jeune, là si jamais un jour il appelle pour un stage, le type ne connaît personne, on le prendra. Bon, ça je ne le sais pas, je le saurai qu'après. Et effectivement, moi je me dis à ce moment-là, moi je vais faire du pénal, hein, je suis un gars quand même pour plaider aux assises. Et donc j'ai appelé beaucoup de confrères parisiens, parce que les confrères palois me disaient appelez tel ami, tel autre, et j'ai appelé vraiment plusieurs personnes, qui m'ont répondu d'ailleurs, très gentils. Il y en a un qui m'a dit, qui est devenu un copain après, et je me souviens très très bien. Moi, je vantais mon CV, j'avais un DE droit public, la fac de Pau, tout le monde s'en fout, je le comprends maintenant, mais moi, j'essayais de vendre des choses quand même qui me valorisaient. Et je me souviens très très bien qu'il m'a répondu, monsieur, j'aurais tellement voulu faire rentrer un peu de soleil dans mon cabinet avec votre accent, mais j'ai pas la place, malheureusement. Je me souviens de ça, et je m'étais dit, le gars quand même, quel rapport avec... parce que je ne me rendais pas compte, bien sûr, du regard que certains, en tout cas parisiens, peuvent porter sur nous provinciaux, même s'il est... je n'ai jamais souffert d'aucune discrimination, mais enfin, c'est difficile de vanter la qualité des universités provinciales auprès de Parisiens. Bref, finalement, j'ai appelé l'avocat qui faisait l'expropriation. Je lui ai dit bonjour, est-ce que vous accepteriez après-demain, puisque j'avais fait le tour de tous les cabinets par téléphone et par mail, personne ne m'avait proposé. Et lui, tout de suite, m'a dit oui. Venez, quand est-ce que vous arrivez? J'arrive après-demain si vous acceptez. Et donc, j'y suis arrivé. Et très vite, et là, c'est ça qui est magnifique au barreau quand même. Je ne suis pas connu, je n'ai aucune compétence particulière, forcément, sur le papier. Hein. Et très, très vite, le gars, je pense, celui qui va devenir mon confrère, se dit, tiens, c'est un garçon motivé, c'est un garçon qui a envie de travailler. Et il m'a proposé, au bout de 3 semaines, peut-être une collaboration pour l'année suivante. Tu vois, il fallait finir mon année scolaire. Et je l'ai accepté, d'abord parce que j'avais repéré que j'aurais 2 patrons, Jacques Rinaldi et Didier Lec, dont j'ai perçu tout de suite qu'ils seraient disponibles pour me former et qu'ils étaient remarquablement intelligents. Donc je me suis dit, voilà de bons avocats, il n'y a aucun risque à travailler avec eux.
Et puis, à vrai dire, j'avais aucune autre proposition. Il faut dire les choses aussi comme elles sont. Mais j'y suis resté 2 ans et demi. D'accord. Et très heureux d'y être resté. Mais donc à faire du droit de l'indemnisation. Ouais. À faire du droit de l'expropriation, des baux commerciaux. Non, mais monsieur, je suis plus généraliste. Non, mais c'est pour ça, je découvre. Et ça veut dire aussi qu'en travaillant et en étant bien formé, on peut aussi aborder des matières qui n'étaient pas ni ton envie première, ni ta spécialité. Et j'ai été très heureux, vraiment très très heureux. Beaucoup de baux commerciaux, des déplafonnements de loyers commerciaux. J'ai connu les expropriations dans toute la France. J'ai beaucoup plaidé, et y compris à Paris. Des problèmes locatifs, puisque un des associés était l'avocat de l'OPHLM de Clichy, donc j'ai plaidé beaucoup d'expulsions. D'accord, ouais. Toi, tu souffres quand même, tu te dis, et là, quand on va être avocat, on va faire des choses très très nobles, et puis en fait, tu vas plaider des expulsions contre des gens qui n'ont pas pu payer leur loyer, tu vois, c'est quand même pas non plus toujours magnifique. Oui, on est loin du rêve mythe, de se dire, je vais aller faire des assises à Paris, quoi. Voilà. Non, mais j'ai été heureux, c'est ça qui est très important, de trouver son bonheur et de savoir trouver aussi son bonheur, tu vois, dans des matières qui peuvent paraître arides, mais où si tu es entouré de confrères dynamiques, préoccupés de qualité de service finalement, on peut trouver sa place et s'y épanouir. Et alors comment est-ce que tu arrives au pénal ? Alors, comment est-ce que j'arrive au pénal ? Une consoeur qui avait été collaboratrice donc dans ce cabinet était ensuite devenue la collaboratrice de Jean-Yves Le Borgne. Et elle me dit un jour, donc 2 ans et demi après mon arrivée à Paris, elle me dit un jour que Jean-Yves Le Borgne va chercher un collaborateur ou une collaboratrice. Et donc, je m'y présente. Toujours quand même avec cet objectif de me dire, bon, si un jour je peux faire du pénal, quand même, ça me plaira. Je m'y présente, mais là aussi avec un CV, tu l'as compris. Un CV DEA de droit public, c'était Master 2, il faut que je traduise maintenant pour le plus jeune public. Là. Dans Master 2 de droit public, baux commerciaux, loyers, etc. Bon, rien à voir avec le pénal, vraiment, rien à voir. Et Jean-Yves, dans un entretien qui a duré très très peu de temps, entre 2 rendez-vous, vraiment, je me souviens quand il est arrivé, bon, je ne sais pas sur quoi il s'est fondé, mais il a parié en tout cas. Il a parié aussi le fait que notre consoeur qui travaillait avec lui a dit, avec Saint-Palais, je m'entendrai très bien, il n'y aura pas de problème. Il y a une question d'ambiance qui est très importante dans les cabinets de petite taille. C'est clair. Et il a parié en m'offrant une collaboration sur un entretien de quelques minutes, sans aucune intervention extérieure, à part celle de ma consoeur, qui lui donnait des garanties sur ma personnalité. Ouais. Donc ça, c'est formidable aussi. Voilà, c'est ce que je dis aussi. Tout repose sur des rencontres dans nos vies professionnelles et personnelles. Et beaucoup est possible quand même. Ça veut dire, c'est pas extraordinaire de trouver une collaboration à Paris. Bon, d'accord. Mais ça correspondait, alors là, je dois dire, à mon idéal de carrière. De travailler avec quelqu'un... Donc là, on est au milieu des années 90. Là, nous sommes en 1995. Lorsque j'arrive chez Jean-Yves, j'étais arrivé à Paris fin 92, donc j'ai commencé ma carrière en 93. Et j'arrive chez Jean-Yves en octobre à peu près 95. Qui est déjà à l'époque un avocat quand même assez réputé. Absolument, il est assez réputé. Il est réputé. Tous ceux qui le connaissent savent que c'est un excellentissime avocat et un grand avocat. Mais tu sais aussi que la notoriété des avocats, finalement, n'est pas si large que ça. Moi, je ne connaissais pas, sauf parce que mon ami était devenue sa collaboratrice et j'avais suivi à partir de là. Mais il était quand même l'avocat de Marlon Brando, ce qui n'est pas tout à fait rien. Et donc ça avait une certaine publicité. Il avait d'autres dossiers, bien sûr, très importants, déjà. Mais donc c'était tous ceux à qui, en tout cas, j'ai dit « Tiens, je vais peut-être devenir le collaborateur de Jean-Yves Le Borgne », évidemment, tous les membres du barreau me disaient vas-y, les yeux fermés, c'est formidable s'il te choisit. Et qu'on retient parce qu'il a une voix qui est quand même tout de suite une marque de fabrique. Voilà. On le remarque comme ça, il faut le retenir pour une intelligence très particulière, parce qu'il n'y a pas que la voix. Nous savons que tant mieux si nous sommes dotés de certains arguments comme ça physiques, mais il y a aussi l'intelligence, l'humanité des avocats, et lui, il réunit quand même beaucoup de ces qualités-là. Et toi, tu as cette particularité donc, d'avoir été le collaborateur de quelqu'un dont finalement tu deviendras aussi associé par la suite. C'est vrai. Alors là aussi, c'est une particularité. Là aussi, il faut qu'on te le propose, tu imagines. Bon, on a compris, moi je viens sans argent, je n'ai jamais été gage de prospérité pour celui qui me donnait sa confiance. Tu vois,
Je le dis parce qu'il faut aussi savoir que voilà, c'est possible. Ouais. 5 ans après, effectivement, il me propose de m'associer, donc de rendre pérenne cette relation qui, au départ, pouvait s'interrompre à l'initiative de l'un des deux, d'ailleurs. Bon, moi, je ne suis pas un grand entrepreneur. Pour prendre des risques, parce que toi qui as connu l'installation dans un cabinet, l'association avec un jeune confrère, bon, il faut vraiment beaucoup d'audace, il faut un état d'esprit particulier. Moi, j'avais à ce moment-là 33-35 ans, j'avais déjà changé de vie. Enfin, je sais pas, je crois que j'avais épuisé mes capacités d'aventure. Absolument. Je n'avais pas fait grand-chose, mais j'avais déjà épuisé. Et je n'ai pas un grand tempérament d'entrepreneur. Et encore une fois, je mets en avant de tout quand même la relation des qualités de mon entourage personnel et de mon entourage professionnel. Et là, notre collaboration au sens de travail ensemble, avec Jean-Yves a toujours été pour moi, enfin vraiment, ce sont des conditions extraordinaires. Quand on lisait Badinter, puisque ma génération, nous lisions Badinter, et il parlait de son maître qui était Torres, il disait mon maître. Moi, je me disais, mais c'est formidable de découvrir une profession avec quelqu'un en qui on a toute confiance, vers lequel on peut toujours se retourner pour demander un conseil, pour ne jamais être bridé, mais parfois encadré. Bon, là, j'avais... Donc il a été vraiment, tu le décrirais comme ton mentor, quoi, celui qui t'a appris le métier, qui t'a forgé dans... Ah oui, oui, oui. Alors moi, j'étais... à 33 ans, on n'a pas tout à fait 25 ans non plus. Moi, je pense avoir vécu, d'abord par mes conditions de vie initiales, qui sont un peu particulières à Paris. Vivre en milieu rural, vivre dans une ferme, vivre dans une maison où nous vivions à 4 générations, mes arrière-grands-parents, mes grands-parents, mes parents, bon, tout ça. Avoir connu la classe unique, et que vous tous ne connaissez pas, bien sûr. Enfin, je veux dire, ce sont des expériences de formation de vie particulière, je crois, une richesse personnelle que je revendique, mais en tout cas, moi qui m'a en tout cas, une particularité, c'est sûr. Qui m'a formé. Puis ensuite, nous avons construit avec celle qui devient mon épouse nos études ensemble, avec des ambitions personnelles, des changements de vie. Donc, je suis disponible à ce moment-là, mais j'ai aussi ma personnalité quand j'arrive collaborateur chez Jean-Yves. Donc, je pioche, je prends tout ce qui m'est utile, et j'ai aussi mon indépendance, qu'il respecte lui tout à fait, parce qu'on peut être collaborateur, jeune avocat, et cependant, et d'ailleurs il faut l'être, cependant être indépendant, parce que je suis aussi devenu en même temps secrétaire de la conférence. Ah oui. À Paris, en rentrant d'ailleurs chez Jean-Yves, qui attendait quelqu'un de très disponible, et puis je lui annonce que finalement, 3 semaines après, c'est mon 3e tour, et que je vais être secrétaire de la conférence. Et alors ça, bien sûr, pour un gars comme moi qui n'est pas d'amis à Paris, puisque je viens d'arriver, mais je n'ai pas fait mon école à Paris, ce qui n'est pas si fréquent. Je n'ai pas fait mon université à Paris, mais non plus mon école d'avocat. La conférence du stage va me donner un groupe d'amis, va m'apporter des dossiers et me donner mon indépendance. Donc je suis collaboraeur de Jean-Yves Le Borgne et secrétaire de la conférence, très tôt, donc avec mes dossiers, qui sont des dossiers importants, qui sont des dossiers criminels. Il y a cette exclusivité de commission d'office en matière criminelle. Et donc quand je vais en prison, voilà comment aussi je suis heureux finalement de travailler pour quelqu'un, de travailler sous la direction de quelqu'un et sous son autorité, mais de faire descendre aussi, comme on dit dans les prisons, mes clients, dans des affaires d'intérêt équivalent à celle de mon patron. Bon, voilà. Et qu'est-ce que tu dirais qui t'a appris, Jean-Yves Le Borgne, en tant qu'avocat, les leçons un peu qu'il a pu te transmettre ? Je vais dire une prudence, parce que là, aucun mot ne me vient exactement maintenant, mais de s'arrêter à chaque étape d'une initiative qu'on va prendre pour s'assurer, il faut conserver l'enthousiasme quand on défend, et puis chaque fois se dire, attends, est-ce que je suis bien dans les clous ? Est-ce que je ne viole pas une règle déontologique ? Est-ce que je ne viole pas une règle légale ? Nous pouvons avoir dans une relation avec ceux que nous défendons, qui sont dans des situations parfois très difficiles, qu'ils soient victime ou mise en cause, tu sais bien dans cet entretien, une vulnérabilité qu'on sent et un élan humain que l'avocat
doit s'empêcher d'avoir. Mmh. Bon, cette vigilance permanente, Le Borgne est un grand féru de déontologie, il connaît bien tous ces sujets-là, il y a beaucoup travaillé très tôt, il s'est beaucoup engagé à l'ordre, lui, très tôt et très longtemps. Il a été bâtonnier. Il a été ensuite vice-bâtonnier, et donc tout ça, ça l'a beaucoup préoccupé. Tu vois, je pense par exemple à un entretien avec quelqu'un qui dit « je voudrais parler à ma femme ». Il peut y avoir un geste naturel comme ça de donner son propre téléphone, ce qui est interdit à certains moments de la procédure, ce qui est interdit. Et donc ça, il faut, quand tu as ce réflexe de dire ce geste spontané, je réfléchis, je me pose. Savoir se poser chaque fois avant de faire ce qui nous paraît absolument magnifique. Par exemple, tu vois, je ne sais pas comment le... Non, mais tu as raison, la prudence, et puis ça, ce que tu dis, ça a de l'actualité, parce qu'on sait que de plus en plus, les avocats, on a tendance à être mis en cause ou à venir nous chercher un peu... Même quand on est extrêmement prudent. Mais exactement. Ça, ensuite, ça nourrit tous tes rendez-vous. Le secret professionnel, de toujours se dire, tiens, je pourrais parler de ça, et de savoir qu'il y a le plus ancien qui t'a toujours dit, faites attention, hein, à ce terme, faites attention. Alors, il faut le conjuguer avec la défense. La défense, il faut avancer quand même. Il faut avancer. Parfois, il y a un enthousiasme qui fait que... Voilà. Et il faut conserver cet enthousiasme. Mais il faut le conjuguer avec une prudence. Bon, voilà. Alors, peut-être ça. Et puis, cette humanité quand même, cette disponibilité qu'il a offerte. Moi, je n'offre pas du tout la même disponibilité que celle qu'il a offerte à ceux qui le sollicitaient, franchement. Je me suis protégé, je dirais, je pense, plus que lui, qui est vraiment préoccupé de l'inquiétude des autres, comme se doit de l'être un bel avocat. Mais on peut choisir soi-même d'être tout aussi préoccupé, de se protéger quand même et de repérer en tout cas ce c'est-à-dire que tu dirais que toi tu fais attention de préserver un peu ta vie, de ne pas tout donner aux clients. Je pense que c'est un métier tellement prenant, qui t'envahit. On sait très très bien qu'on ne ferme jamais la porte de notre bureau. Jamais. Alors on est dimanche, tu vas travailler cet après-midi, tu m'as dit tout à l'heure. Bien sûr. Hier nous étions avec plein de confrères dans un moment magnifique de formation, tu vois, nous étions à Chantilly, c'était un samedi. Et nous nous sommes réunis, on est heureux de le faire, mais en même temps, il y a toujours la préoccupation de transmettre un message, d'échanger avec les confrères. Donc nous ne fermons pas. On sait très bien que toi comme moi, en ce moment, nous sommes préoccupés par quelqu'un qui est en prison, qui attend de savoir ce que le juge a dit, et on n'a pas pu voir le juge, et on se dit que demain matin, peut-être on va aller le voir, parce que vendredi, on avait promis, mais on ne l'a pas fait. Enfin, nous sommes toujours préoccupés par ça. Donc il faut se protéger, oui, je le pense. Il faut savoir se protéger, il faut savoir conserver des distances, ce que personnellement j'ai toujours conservé, par exemple avec ce que je défendais, par certaines attitudes dont on parlera peut-être après. Voilà. Et tu as aussi un truc, je pense, qui a dû beaucoup... parce que toi, tu as commencé effectivement au début des années 90, où tu as été au moment de ce changement-là, c'est les portables, les téléphones portables. Moi, j'ai commencé dans les années 2010, donc de toute évidence, c'était totalement inscrit. Mais j'imagine que la vie au palais devait rien avoir avec ce que c'est maintenant, parce que au moment où tu quittes le cabinet, tu vas au palais, il n'y a plus personne qui peut t'appeler, te dire tu pars à l'aventure là pour le coup jusqu'au soir quand tu reviens quoi. Oui. Bon, je dis souvent que je croyais quand je suis devenu avocat, c'était un monde finalement que je ne connaissais pas. Bon, j'ai compris par mon parcours. Bon, mais je croyais rejoindre un monde de seigneurs. Et finalement, quand même, j'ai découvert que nous sommes des commerçants. Ouais. Et quand nous avons débuté, nous restions quand même un peu protégés. Nous avions des secrétariats. Et donc, au secrétariat, nous avions des salariés qui répondaient au téléphone et qui disaient l'avocat n'est pas là. Puisque nous n'étions pas là, effectivement. Nous étions en audience et nous étions injoignables. Et donc, nous revenions à 19 ou 20 heures, parce que là, je peux te dire que les salles d'attente, elles étaient pleines à 20 heures, puisqu'on n'avait aucune indication à donner au cabinet. Oui. Nous étions sans lien. Moi, effectivement, j'ai connu l'exercice professionnel sans portable. Le début, ça a été Radiocom 2000, le téléphone dans la voiture. Quant au secrétariat, ils entendaient Radiocom 2000, on disait « le patron appelle ». Bon, on se mettait tous au garde-à-vous prêts à répondre, mais c'était le seul lien dans la voiture quand il rejoignait sa voiture. Et donc... oui, il y avait une plus grande liberté. Désormais, les pénalistes peuvent être appelés jusqu'à 2 heures du matin sur leur portable. Et je dis, nous sommes des commerçants, c'est-à-dire, nous ne pouvons pas être tout à fait indifférents quand même pour la bonne tenue du cabinet et de l'activité que nous imposent les clients.
Puisqu'évidemment, celui qui ne répond pas à 23 heures, il est comparé à celui qui répond. Et c'est un critère de choix pour celui qui va désigner un avocat, la disponibilité de son avocat. Moi, je pense que nous devons rester des seigneurs, un petit peu. Nous sommes des seigneurs humbles, ça n'a rien à voir. Hein. Mais des seigneurs au sens où nous devons préserver notre liberté et nous avons une certaine direction dans la gestion des relations avec nos clients. Oui, nous pouvons revendiquer ça. Il faut se méfier d'être trop envahi par des appels qui s'avèrent en réalité souvent inutiles. Hein, mais en plus, maintenant, nous sommes appelés pour les gardes à vue pendant la nuit, à toute heure. Ce que moi, je n'ai pas connu au début, puisque l'avocat n'allait pas en garde à vue. C'est vrai. Ouais. Et puis maintenant, on se rajoute, parce que tu parles de l'aspect commerçant, ce qui, moi, je trouve, par exemple, nous, dans notre activité, c'est quelque chose qui nous préoccupe beaucoup, c'est les avis Google. C'est-à-dire que non seulement il peut t'appeler à toute heure du jour et de la nuit, mais si tu ne lui réponds pas, il va mettre un mauvais avis Google et tu te dis « Ah ben non, mais c'est terrible, c'est la tragédie. » quoi. Oui, bien sûr. On est obligé de se préoccuper de tout ça, de voir ce que l'on dit de nous, bien sûr. Et cet aspect-là, alors là, je dois dire que je ne l'avais pas prévu. Moi, je ne savais pas qu'il fallait demander de l'argent. Je pensais qu'on me le jetterait à la figure avec envie. Je pensais que les gens vraiment admiratifs devant mon talent et mes compétences me rémunéreraient comme il se devait. Ah non, c'est pas du tout pareil. Ça, c'était une dimension du métier que je n'avais pas envisagée. Ouais. Et donc, nous sommes sensibles, c'est vrai, à la contre-notoriété que peuvent développer certains contre nous. Hein, ça, c'est vrai. Et sur la question des honoraires, c'est vrai que souvent je discute avec d'autres confrères qui me disent que ça a aussi beaucoup évolué dans le temps. C'est-à-dire qu'il y avait quand même peut-être plus de facilité il y a une vingtaine, trentaine d'années que maintenant où c'est devenu extrêmement compliqué. Surtout avec la clientèle un peu qui est la nôtre. Alors toi, t'as pas exactement la même clientèle que moi, mais tu t'as senti une évolution de ce point de vue-là? C'est-à-dire ce que tu dis... Bon, je ne sais pas. Je pense que... je crois que tous les clients ont toujours eu du mal à payer, quand même. Hein. C'est vraiment, tu vois, il y a toujours eu de la concurrence, du mal à payer. Ce qui est un peu différent désormais, c'est que les pénalistes, avant que j'arrive, il y a prescription. Les pénalistes, quand même, étaient rémunérés aussi par des espèces qui étaient censées être déclarées. Et qui peut-être ne l'était pas toujours, je n'en sais rien. Mais enfin, ça permettait de bien vivre. Alors là, tout ça, c'est terminé maintenant. D'abord, nous n'avons plus le droit de recevoir des espèces par des gens qui n'ont pas de compte bancaire. Pourtant, donc ça, c'est une vraie difficulté. Je ne sais pas si on en reparlera, mais enfin, c'est une difficulté quotidienne pour les avocats pénalistes, quel que soit le secteur dans lequel ils sont. Je dis qu'on n'a pas le droit d'en recevoir, puisque quand même, il y a des luttes anti-blanchiment que tout le monde trouve tout à fait légitimes, mais qui s'opposent à l'exercice plein des droits de la défense, dès lors qu'il va falloir déclarer, mais que nous sommes tenus au secret pour déclarer les choses, etc. Et puis, il y a une traçabilité, désormais, qui est absolument formidable parce qu'elle lutte contre la fraude fiscale, bien sûr, et nous y soumettons, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de problème. Mais le métier n'est pas le même. Je pense que les pénalistes que nous ne connaissons plus, parce qu'encore une fois, c'était le temps passé, mais ont vécu des moments que nous ne connaissons plus. Maintenant, c'est une gestion très rigoureuse des choses, avec négociation, une certaine tension quand même pour la négociation des honoraires, et pour ce que les gens attendent en contrepartie de ce qu'ils ont versé, qui est une somme souvent importante. Et si le résultat n'est pas là, bien sûr, peut-être que les tensions sont plus vives que celles qu'elles étaient autrefois. Ça, c'est possible. Et sur cette question, ce que tu dis, c'est-à-dire comment est-ce que ces nouvelles, ou en tous les cas l'application rigoureuse de ces réglementations, notamment sur les espèces ou sur la traçabilité des paiements, c'est vrai que pour les pénalistes, nous, on a été interrogés au Sénat sur cette question-là. En fait, ça pose problème parce que c'est assez contradictoire avec les missions qu'on nous confie. Comme tu dis, quand tu as un policier qui t'appelle à 6h du mat en te disant « il faut que vous soyez là dans les 2 heures pour venir assister monsieur machin », c'est compliqué de dire aux gens « bon, bah, vous allez me faire un virement ou un chèque dont il faut que je vérifie la traçabilité pour être certain que… » Parce que les gens avec qui tu es en contact au téléphone, elle te dit « je suis sa maman, je suis son frère, je suis son cousin », nous, on n'est pas enquêteurs, quoi. Bien sûr, nous,
Bon, d'abord, il faut savoir si les avocats peuvent être rémunérés par des espèces qui seraient déclarées, mais sans limite. Ben, pour l'instant, ce n'est pas ce qui Ah est oui. envisagé. Hmm. Et à terme, parce que quand on écoute les discussions à la commission des lois du Sénat, celle où tu as été entendu, ben, on comprend que si les avocats ne sont pas poursuivis aujourd'hui pour ce qui pourrait être, au regard de certains, qualifié de blanchiment, ça n'est qu'une période transitoire. Hmm. Hmm. Et on comprend que plusieurs se disent, mais il n'est peut-être pas normal que les avocats soient payés avec de l'argent qui pourrait être analysé comme étant l'argent du crime, finalement. Bon. Si on a des raisonnements comme cela, alors la défense est impossible. Hein. Disons les choses clairement. Nous avons une exigence d'apparence, bien sûr, nous avons une exigence d'apparence. Nous ne voulons pas que les honoraires qui nous sont remis proviennent d'un crime, nous Oui. ne le voulons pas, mais nous sommes obligés de nous arrêter à une apparence qui nous convainc que cet argent nous est légitimement donné. Nous ne voulons pas qu'il soit donné par quelqu'un qui est contraint à le verser, par exemple. Si nous savions que cet argent est apporté par quelqu'un qui est sous la domination de notre, nous ne le prenons pas. Nous avons des interrogations, les uns et les autres, sur ces sujets-là. Mais au-delà de certaines questions comme ça très, très simples, nous ne sommes pas des enquêteurs. Il est légitime que l'avocat soit payé. Et ensuite, cet argent, d'ailleurs, est réintégré dans le circuit social. Hein. Il est déclaré, déposé, il sert à payer des collaborateurs, à payer des salariés, et il participe à l'économie. Mais même au-delà de la question des espèces, parce que même moi, sur les virements maintenant, je Oui. commence à être un peu parano et à me poser des questions, parce que c'est évidemment pas celui qui est en garde à vue qui va faire le virement avec son compte à son nom pour te régler. Donc tu vas être réglé par quelqu'un qui a un autre nom, qui n'est pas forcément sa femme, son mari, son frère, son fils, et dont on va nous dire un jour: ah mais vous auriez dû vérifier l'origine de ça. En fait, qu'est-ce qui me dit qu'effectivement cet argent il vient pas d'un compte offshore ou je ne sais quoi sur lesquels on a versé de l'argent. Et puis on évoque souvent la question des espèces parce qu'on imagine des infractions qui sont commises dans lesquelles ça génère des espèces. Sauf qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui est de plus en plus digitalisé. C'est-à-dire que si c'est un escroc qui gagne de l'argent en recevant des virements, bah, il va te payer avec l'argent sale qui est pas plus propre parce qu'il vient d'un compte bancaire dans lequel tu as été payé en virement. C'est ça qui est extrêmement difficile, je trouve, pour nous. Et je sais pas comment toi t'abordes cette question-là. Je sais que justement, tu es quelqu'un de très prudent et de très attaché à ces questions-là. Et c'est vrai que je trouve que c'est une question que, à mon avis, tous les pénalistes se posent de plus en plus en se disant mais comment on va faire ? On est en train d'exiger de nous des choses qu'on peut pas délivrer, quoi. Mais moi, je dis que je m'en tiens à des apparences. Ouais, c'est ça. Nous nous interrogeons chaque fois. Oui, nous nous interrogeons. Si je défends une personne phisique, ben, nous savons parfaitement que nous ne pouvons pas recevoir de l'argent d'une personne morale. Hein, ça, Oui, voilà, c'est ça, clair. c'est- Alors que les personnes physiques, tu disais tout à l'heure que nos activités n'étaient pas forcément en ce moment tout à fait similaires en volume, je dirais en proportion. Et c'est vrai que j'interviens désormais beaucoup plus en droit pénal des affaires. Et qu'en droit pénal des affaires, tu ne peux pas recevoir de l'argent, comme tu le sais, d'une personne morale si une personne physique est poursuivie, sauf à être receleur d'abus de biens sociaux. Donc, bien sûr que nous sommes vigilants, nous exigeons que les choses soient claires, et puis ensuite, je ne peux pas aller au-delà de la mention qui est apposée sur le virement, de l'engagement qui est pris par le client, je ne peux pas aller au-delà au niveau des enquêtes. Alors, est-ce qu'on pourrait être piégé ? Pourquoi pas ? Ce qui nous préoccupe en réalité, c'est le climat de suspicion autour de nous. C'est ça qui nous préoccupe. Et l'interprétation qui peut être faite de certains actes, alors que nous sommes en vigilance permanente et en préoccupation permanente. Voilà. Et ensuite, on est aussi pris dans des urgences et qui peuvent faire qu'on est un peu défaillant dans un contrôle. Mais nous le sommes toujours. Tu vois, on a débuté notre entretien sur ça, sur cette vigilance par rapport aux règles déontologiques, par rapport aux règles légales. Et nous ne pouvons pas faire plus que ce que nous faisons. Mais ce qui me préoccupe, c'est ce qui sera attendu de nous, compte tenu du regard suspicieux qui a toujours existé sur les avocats pénalistes. Ça a toujours étonné cette proximité avec le criminel. Bon, oui, nous avons une proximité physique, oui, nous avons des secrets du criminel. Et pourtant, cette distance, nous la cultivons. Quand on est un vrai pénaliste, on sait ce qu'est la distance conjuguée avec la proximité et l'empathie. Et donc,
voilà ce qui me soucie, c'est cette, je dirais, cette âpreté, cette détermination qu'il y a à nous suspecter. Voilà. Et donc, on risque un jour de nous dire ce que tu fais n'est plus admis. Et alors là, moi je dis très clairement, on ne pourra plus défendre. Hein. Donc, laissez-nous défendre, parce qu'ensuite, ça, on peut dire ça à ceux qui prennent des décisions. Laissez-nous défendre, même ceux qui sont en bas de l'échelle, parce qu'un jour, c'est cette liberté de défense qui vous sera utile quand vous-même vous pourriez être concerné par les poursuites. Hein. Alors, et toi, tu es d'autant plus bon conseil sur ces questions-là que tu as été le président de l'ADAP, l'Association des avocats pénalistes, pendant un certain temps. C'est quoi le souvenir, ou en tous les cas le bagage que tu retiens de cette expérience, c'est-à-dire d'être un peu le représentant, en tous les cas le porte-voix d'une profession très particulière au sein même de la profession d'avocat que sont les pénalistes. Et je pense aussi à un moment où les choses étaient un peu plus en redéfinition qu'avant. J'ai l'impression que la période sur laquelle tu as été, c'est une période qui a été beaucoup plus tumultueuse que d'autres pour les avocats. Alors, d'abord, l'ADAP. C'est une association créée en 92 par des avocats que nous admirons tous. C'est comme ça, c'était des incontournables, des incontestables. Et tout ça sous la houlette notamment d'Hervé Temim. Donc, pour moi, mais pour nous, alors, encore une fois, arriver à Paris, rentrer dans un cabinet pénaliste, découvrir ces débats entre Le Borgne, Jacqueline Lafont, Pierre Haïk, Françoise Cotta, qui était un peu éloigné, pas vraiment à l'intérieur, mais enfin, on l'a sollicité pour savoir, Thierry Lévy, Henri Leclerc, bon, tous les grands avocats. Et puis un jour, en prendre la présidence, alors ça, si tu veux, je vois que c'est ma plus grande fierté. Ah ouais. Ah oui. Ah oui. Tu dis j'inscris mon nom dans la même liste. L'ADAP n'a pas de pouvoir, n'a rien de particulier. En fait, je sais très très bien ce que c'est, parce que les gens qui m'écoutent peuvent dire vraiment tu te satisfais de pas grand chose. Non, mais pour nous moi c'était un grand plaisir que Hervé Temim m'adoube en quelque sorte. C'est-à-dire, il fallait qu'il accepte. Moi, je n'aurais jamais postulé à la présidence si j'avais su que Hervé y était hostile. Je ne sais pas s'il était très favorable, mais enfin, en tout cas, il m'a encouragé, il m'a accompagné. Non, ça, c'est magnifique. Alors, après, il ne faut pas donner une dimension au-delà de ce que c'est. C'est quand même des rassemblements entre copains. Et pour moi, avec la préoccupation, ça c'est vrai, d'essayer d'être le lien entre une génération qui était encore extrêmement vive, extrêmement dynamique, Herzog, Haïk, Le Borgne, Lafont, Frédéric Beaulieu, Corinne Dreyfus-Schmidt, tout ça très très actif, Temim. Moi, qui avais quand même 15 ans d'exercice professionnel de moins qu'eux, et puis toute cette génération dont tu fais partie, dont ton associé et Steve font partie, et vous êtes très nombreux, et dont je pense qu'elle est vraiment très dynamique, très intéressée par tous les débats qui agitent la profession. Et je pensais que je pouvais être assez adapté pour transmettre le relais, pour faire la transition, pour que les jeunes aient envie de rejoindre l'ADAP en se disant, tiens, c'est peut-être un peu moins, avec une dimension moins solennelle, moins inaccessible, je dirais. C'était un peu un club un peu fermé, quoi. Oui, c'était un club fermé, entre grands initiés, et dont on pouvait se dire, si on était jeune avocat, que c'était peut-être inaccessible. Bon, moi je voulais un peu montrer que les avocats, il faut qu'on soit tous ensemble, parce que je pense vraiment qu'il faut que nous soyons extrêmement solidaires. Nous sommes les seuls à nous comprendre les uns les autres. Voilà. Quand on sait qu'un confrère a eu une décision terrible, nous sommes les seuls à mesurer ce que ça représente d'avoir un mauvais verdict ou une mauvaise décision en correctionnel à 23 heures. Personne ne comprend. On le partage, on le dit à nos conjoints, mais nous on sait. Et c'est nous qui adressons les SMS. Donc j'ai toujours pensé que nous avons un lien qui nous unit, quelles que soient nos différences. Tu imagines comment on est différents entre pénalistes, mais enfin il y a des personnalités très diverses, c'est ça qui est magnifique. Et pourtant une même colonne vertébrale et quelque chose d'indéfinissable qui nous relie tous. Donc
Oui, j'espère avoir travaillé à ça. Puis j'ai donné la main d'ailleurs. Mmh, Enfin, j'ai laissé la main. bien sûr. Bon, j'ai fait mon mandat, mais aujourd'hui, donc, c'est Romain Boulet et Karine Bourdier qui co-président cette association, mais avec un comité directeur, avec des confrères dont les vieux disent qu'ils sont très jeunes, mais qui ont quand même 45 ans et 40 ans. Hein, bon, non, oui, ils sont jeunes. Non, 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 ils sont pas jeunes. Ils ont des cabinets qu'ils font tourner et ils sont extrêmement actifs. Vraiment, alors là, je pense que ça s'est un peu métamorphosé sur la Oui. diffusion des informations, sur les expressions de solidarité. Voilà. Donc ça, c'est ma fierté. Alors ça, je peux dire, j'ai été avocat pénaliste et puis pendant un certain temps, j'ai présidé la DAP qui continue à vivre différemment de ce qu'elle était avant. Voilà. Et tu as été aussi, pendant ce temps-là, je crois pas mal en lien, notamment avec les magistrats, enfin les institutions un peu publiques, parce que l'ADAP, il fait un peu de ce qu'on appelle du lobbying quoi, sur ces questions-là. Euh, Comment est-ce que toi, tu as vu ou tu as vécu ce rapport, enfin l'évolution du rapport entre les avocats et les magistrats? Moi, je suis arrivé honnêtement à une époque où c'était déjà compliqué. Euh, Ils voulaient bien nous parler de temps en temps. Maintenant, ils veulent plus du tout nous parler. Mais c'était pas particulièrement convivial, quoi. Mais souvent, on me dit ah mais non, mais attends, tu te rends pas compte. Dans les années 80, 90, on toquait à la porte, on allait prendre le café, on les croisait à la buvette. T'as connu un peu cette ambiance-là? T'as vécu ce changement-là? Bon, il y a toujours eu des juges disponibles et des magistrats qu'on ne pouvait pas approcher. Ouais. Tu sais, il y a toujours eu, et on disait toujours, quand on était collaborateur, on nous initiait en disant n'allez jamais là-bas, c'est un dingue. Bon, voilà des formules comme ça entre nous, Ouais, ouais, ouais. mais ça a toujours existé. Toujours, on disait tel un est extrêmement sympa. Alors lui, vas-y plutôt le vendredi parce qu'il a tendance à faire la fête. Il est un peu plus léger le vendredi soir. Bon, toutes ces petites recettes-là. Aujourd'hui, est-ce qu'ils sont inaccessibles? Je ne veux pas trop rentrer dans ce cliché non plus. Ok. Je dis qu'il y a un grand risque, une tendance qui peut s'installer, mais que nous pouvons résister, et qu'il y a encore des personnalités vraiment qui offrent leur disponibilité, qui aiment le contradictoire, qui aiment rencontrer des avocats. Tu vois, quand nous organisons des colloques, par exemple, tu as toujours des bons magistrats. Parce que c'est toujours des bons profils. On a envie de critiquer dans les colloques, et puis on a toujours les meilleurs magistrats Ouais, qui ouais, mais existent. c'est ça, ouais. C'est toujours mais ils existent. Ouais, c'est Et vrai. y compris dans la jeune génération. Ouais. Il y a des portes, encore dans les galeries d'instruction, auxquelles on peut frapper et qui s'ouvrent. Mais la tendance, qu'est-ce qu'on a remarqué au nouveau tribunal judiciaire de Paris, le premier? Déjà, on avait installé des filtres, bien sûr, pour la pseudo-sécurité, parce que sous prétexte de sécurité, au début, il y avait un gendarme, quand moi je suis arrivé, on disait Ouais. «Bonjour, je vais voir Talin», très bien, on avait la robe, ça allait. Puis après, on a dit «Non, il faut la carte». «Ah bon, pourquoi?» Ben, quelqu'un peut avoir volé la robe, et donc «Ah bon?» Donc on s'est dit, pourvu que personne n'ait l'idée qu'une carte pourrait se voler, parce qu'après, Ouais. il fallait montrer la carte pour entrer. Et puis ensuite, il y a eu un badge. Sauf qu'au tribunal de Paris, ben on a dit, mais vous, les avocats, vous n'avez pas de badge. Donc vous sonnez avant qu'on vous ouvre, ce qui est une absurdité terrible, puisque tu sais bien, dans les sas de juge Ouais, d'instruction, bah ouais. il suffit de sonner, puis Bien on nous sûr, ouvre. bah oui. Quoi. On dit avocat, bon, on ouvre, quel que soit celui qui gueule avocat. Bon, ça c'est absurde, mais c'est très révélateur. C'est-à-dire qu'on a dit à un moment donné, ben, dans ce sas, il faut un badge réservé aux magistrats pour faire une distinction. Alors ça je trouve que c'est tout à fait étonnant comme signe qui est renvoyé. Il suffisait de donner à tous les avocats un badge. Mhm. En fait, bon, tout ça est absurde. Mais une fois qu'on a passé ce sas, quand même, qui s'ouvre automatiquement, sincèrement, il y a beaucoup de juges qui sont disponibles pour nous recevoir. Donc, c'est ça que je veux mettre en avant, puisque tu as raison de dire, attention, il y a une tendance qui s'exprime, mais je ne vais pas dire d'une manière trop catégorique, tout est fermé, parce que ça n'est pas tout à fait vrai. Le parquet national financier qui est présenté de l'extérieur comme vraiment là où on travaille de manière peut-être austère, en réalité, les magistrats du parquet national financier qui sont très occupés, qui ont vraiment beaucoup de boulot, ben, ils sont d'une disponibilité Ah ouais. pour travailler. Hein. Mhm. On prend rendez-vous par un mail, mais on peut échanger. C'est là aussi que se préparent des CRPC par toutes ces réunions-là, des CGIP, des conventions je dirais un peu transactionnelles finalement. Ouais.
Et donc, il y a de vraies discussions. Mais peut-être que ce n'est pas ton expérience. Tu as raison de souligner les Après, imperfections. c'est aussi le monde un peu feutré et privilégié du parquet national financier. Oui, on peut Non, le voir comme mais ça, t'as pas c'est tort. âpre quand même. Ouais. Non, mais là où t'as pas tort, c'est vrai que j'exagère en disant que ils sont inaccessibles. T'as totalement raison de dire qu'il y en a un certain qui sont ouverts. Tu toques à la porte, s'ils sont disponibles à ce moment-là, ils veulent bien discuter, ils sont parfois accueillants, c'est vrai. Mais souvent, on va dire que c'est compliqué. Moi, ça m'est arrivé encore récemment. Je traverse toute la France pour aller voir un magistrat spécifiquement dans un dossier. J'attends pendant 2 heures qu'il finisse son acte pour aller discuter avec lui. Et quand j'arrive, il me dit: vous n'avez pas pris rendez-vous, Ouais. Bon. j'ai pas le temps de discuter avec vous. Prenez rendez-vous par mail pour qu'on se rappelle dans 2 semaines au téléphone. Et évidemment, c'est pas du tout la même chose quand tu appelles au téléphone entre deux trucs, quoi. Tu Bien vois. sûr. Non, mais tu as raison de dire ça. Des fois, quand je réfléchis à pourquoi, quand même, les choses se sont un peu codifiées, je dirais. Prenez d'abord rendez-vous, puis ensuite, moi, je dis que vous travaillez votre génération beaucoup plus que ce que j'ai vu quand je suis arrivé au début des années 90. Beaucoup plus. Les dossiers sont beaucoup plus complexes. Les dossiers, d'après moi, sont beaucoup plus travaillés. Et donc, un juge qui travaille, c'est un juge aussi qui ferme sa porte. J'essaie évidemment de défendre, mais de comprendre. Très franchement, le pénal général que nous avions avant, tu vois, on ne connaissait pas tous les dossiers financiers, mais maintenant tu sais très bien toutes les écoutes téléphoniques qu'il y a, toutes les expertises. Mais ça, même s'ils ont des assistants pour aider à lire les dossiers, mais il faut le bosser quand même. Et donc, comme on est chez lui, chez le juge, je comprends que la porte soit fermée. Moi, quand je travaille, par exemple, quand je ferme la porte, je vais, ah non, là, je prends quelques instants pour travailler, on ne peut pas me déranger. Bon, voilà pourquoi je me dis, quand c'est fait poliment, quand c'est fait intelligemment, j'accepte tout à fait qu'on me retarde l'accès. Et après, il y a des gens qui mettent ici, on ne reçoit pas les avocats. Voilà quelqu'un qui ne sait pas ce qu'est être juge, que d'afficher un panneau, ici, on ne reçoit pas les avocats, puisque nous l'avons les uns et les autres déjà vu. C'est quand même, ça n'est pas la règle générale, mais ça existe. Et là, je ne comprends pas, par exemple, que les juges qui sont dans la même galerie ne disent pas à ce collègue, mais ça, c'est pas possible, en fait. Ça n'existe pas d'écrire ça. On ne peut pas provoquer de la sorte et montrer qu'ainsi, on n'est pas un vrai juge, puisqu'il faut toujours, quand même si c'est difficile et même si nous avons les uns et les autres des contraintes, il faut quand même offrir de temps en temps sa disponibilité aux avocats. Oui, c'est l'écoute, quoi. Et tu parlais de la complexité des dossiers. Toi, j'imagine que quand tu as commencé, tu as dû aller aux assises. Est-ce que tu te souviens de ce que c'était tes premières assises, ce premier moment qui est très particulier dans la vie d'un avocat que de plaider dans le moment le plus solennel qui existe, en fait? Mes premières assises, c'est à Bobigny. Et là, je suis dans mon cabinet, toujours expropriation, beaux commerciaux. Mais un des associés est un ancien premier secrétaire de la conférence. Et donc, à ce titre, il a encore des dossiers criminels. D'accord. Et il est à une audience avec Thierry Herzog et notre consoeur Nathalie Barbier de Bobigny. Okay. Et chacun pour un accusé. Et pendant cette audience, un témoin vient. Il se trouve qu'il est le client d'un des avocats. Et il met en cause son client qui est accusé. Donc Nathalie Barbier dit « Ah, je ne peux plus défendre là, parce que... Et mon patron se tourne vers le box et il dit « Vous n'avez plus d'avocat, l'affaire va être envoyée, mais moi je connais quelqu'un pour vous, si vous voulez le désigner. » Voilà comment j'arrive à mes premières assises, qui ont été renvoyées à 2 ou 3 mois plus tard. Et donc je plaide quand même avec mon patron et Herzog. Oui, c'est un bon début, quoi. Voilà, un bon début. Bon, voilà mes premières assises dans ce cabinet pour vol à main armée qui était contesté. Bon, voilà. Et t'en retiens quoi de cette expérience? Pas forcément de celle-là, mais de ce que sont les assises pour les avocats qu'on est, quoi. C'est-à-dire que qu'est-ce que ça t'apporte qu'est-ce que ça a pu t'apporter dans la vie, enfin comme plaisir personnel, professionnel, et puis aussi les moments de difficulté, les petits secrets, enfin voilà, quoi.
Alors, moi, je vais dire de manière tout à fait immodeste, mais je pensais, quand j'étais jeune, que je pouvais être un bon avocat d'assises, mais sur des critères particuliers. Moi, je viens d'un milieu simple et j'étais doté des capacités pour faire des études classiques. Et j'ai toujours pensé que je pouvais être le vecteur, en quelque sorte, l'intermédiaire. C'est comme ça que je voyais les choses, en me disant, je peux traduire finalement, dans un sens comme dans l'autre, des langages un peu codés, mais en étudiant, auxquels nous accédons en étudiant. Bon, moi, il se trouve que Ce qui est une bonne définition du métier d'avocat. Mais Être l'intermédiaire qui traduit et qui fait le lien entre deux mondes. Voilà, je pense que ça. Et moi, je pensais... Mais tu vois, ça c'est absurde de penser comme ça. J'ai un peu honte de le dire quand même. Mais je pensais que je pouvais avoir des qualités par mon parcours personnel et ce que je percevais de mes qualités. Mais enfin, il faut aussi qu'on puisse identifier nos propres qualités quand même. Si on fait un métier, c'est qu'on pense qu'on est capable de le faire. Il faut, cette profession d'avocat d'ailleurs, il ne faut pas dire je vais voir plus tard. Non, non, dès que tu plaides, il faut savoir si tu es à même de plaider quand même. Et donc moi je pensais, oui, que j'avais ces qualités-là. Et donc j'ai pensé que des jurés populaires, j'avais peut-être des qualités, comme beaucoup d'autres bien sûr, mais que moi-même je pouvais avoir des qualités pour expliquer à des jurés populaires. Donc j'ai dit tout à l'heure que j'avais commencé par la pédagogie en étant instituteur, par exemple. Cette explication, je crois d'ailleurs que beaucoup vont dire que j'ai un côté pédagogique quand dans ma vie, j'essaie d'expliquer les choses. Bon. Et donc je pensais que c'est ça qui me plaît d'ailleurs, d'expliquer ce que je crois sincèrement et pourquoi, par exemple, un dossier, quelle que soit l'émotion qu'il suscite, n'autorise pas, par les éléments qui sont articulés devant un jury, n'autorise pas à condamner. Puisque souvent, nous n'allons pas établir l'innocence de notre client, mais la question qui se pose, c'est la Cour et le jury peuvent-ils condamner au regard des charges qui sont articulées contre lui? Est-ce que ces charges peuvent être qualifiées de preuves? Bon, ça, c'est compliqué comme raisonnement, même pour nous. Pour des magistrats, c'est compliqué. Pour les avocats, c'est compliqué. Et donc, c'est ce plaisir-là d'essayer finalement de traduire ce dont nous sommes convaincus en termes accessibles à tous. Attention, quand je dis que je pensais avoir les qualités, je ne prétends pas y arriver. C'est très, très différent de penser qu'on peut arriver à le faire. Et puis après, le résultat, tu te dis, bon, en fait, je n'ai pas su le faire. C'était beau, mais ça, c'est autre chose. Donc, c'est ce plaisir-là d'essayer d'expliquer en des termes sans jamais vulgariser au sens de perdre en qualité. Tu vois, moi, je crois qu'on peut traduire dans des langages, mais sans altérer la qualité du langage, par exemple. Mais être compris, ça ne veut pas dire tomber dans une vulgarité de parole. C'est vulgariser au sens de rendre commun, rendre accessible, mais toujours avec une exigence qui sied à la cour d'assises, enfin qui s'impose pour moi à la cour d'assises, mais qui s'impose simplement pour tous les auditoires. C'est-à-dire qu'on explique, les gens sont capables de comprendre. Il ne faut pas me raconter de salade. Maintenant, on nous dit que les affaires sont trop complexes en criminalité organisée, il ne faut pas mettre de jurés. Non, 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 non. Les gens sont tous capables de comprendre, qu'ils soient ouvriers, paysans ou coiffeurs. C'est difficile de garder leur attention, parce que ce n'est pas leur métier, mais c'est ça le défi. Et c'est ça que je trouvais formidable. Et que tu continues à trouver formidable? Oui, pour moi, c'est de plus en plus effrayant, parce que je ne suis pas sûr qu'on arrive à faire bouger vraiment les choses. Ça devient de plus en plus difficile, d'après moi, de faire bouger les choses. Mais oui, je trouve de plus en plus formidable. J'aurais voulu toujours qu'on conserve cette justice populaire. Pour moi, c'est un peu l'essence d'un état de droit, d'arriver à réunir pour les crimes les plus importants des représentants du peuple qui vont décider. Je crois beaucoup aux vertus de cela. On sait très bien que tout ça est en train de disparaître et que n'existera plus dans 10 ans. Il y aura plus de jurés populaires, ne nous faisons pas de salade. C'était pour moi un très beau symbole de la justice. Et tu dis que tu trouves que c'est de plus en plus dur de convaincre. Tu penses que c'est parce que le monde change et que c'est de plus en plus dur de convaincre, ou tu as l'impression que pour toi, t'as de moins en moins de facilité à réussir à faire ça? C'est peut-être les deux, mais enfin, ne me fais pas perdre mes illusions. Je repars aux assises dans 2 semaines. Il faut que je garde la foi. Alors, disons aussi que les procédures désormais sont précédées d'une phase contradictoire très longue quand même. Et tous les débats que nous apportons
ben, souvent ils ont été évoqués pendant les années d'instruction. Je pense que c'était moins le cas avant. C'est-à-dire que les instructions, elles étaient c'était moins plus le cas. bâclées, quoi. Bien sûr, Ils pouvaient se révéler des trucs à l'audience. Absolument. Ouais. D'après moi, il y avait plus de surprises. Et maintenant, et d'ailleurs, bon, là je vais dire des choses qu'il ne faudrait pas trop entendre à l'extérieur, mais enfin, nous avons gagné beaucoup de procès par la surprise, par l'imprévu. Ouais. Nous défendons beaucoup de coupables qui nous demandent d'obtenir un jugement de relax ou une décision d'acquittement. Bon. Donc nous avons vraiment gagné beaucoup de procès par l'insuffisance d'une instruction, les lacunes d'une enquête, et en disant, non pas ça prouve qu'il est innocent, mais en convainquant un tribunal ou une cour d'assises qu'il était impossible désormais, dans ces conditions-là, de condamner. S'ils n'ont pas fait ci, s'ils n'ont pas fait ces actes-là, s'ils ne sont pas allés chercher tel un, vous ne pouvez pas condamner. Mais désormais, on nous dit, mais que ne l'as-tu sollicité avant ? Moi, j'ai connu une phase où il n'y avait pas du tout de contradictoire. D'accord. On ne pouvait rien faire. Et puis après, y compris le barreau d'ailleurs. Parce qu'au barreau, il y a de plus en plus de gens qui ont investi le champ pénal en ayant peur de l'audience. Non mais il faut réfléchir un peu, hein. Nous disons pénalistes, c'est-à-dire que nous avons envie d'humain partout, il faut que ça bouge, il faut être surpris, on est aux aguets, on se dit tiens, on va exploiter ce petit moment-là, enfin, c'est ça notre métier. Et il y a de plus en plus, y compris d'avocats, qui se disent on va tout faire comme au civil, tout bien mettre sur la table avant. Et quand on est fait un coupable, ben c'est un peu compliqué. Parce que, s'ils ont oublié d'aller exploiter un portable, pour sauver un coupable, c'est pas la peine de le proposer. Mais quand on arrive à l'audience, désormais, quand on dit on n'a pas exploité le portable, on dit pourquoi tu ne l'as pas demandé ? Et donc tu es presque irrecevable à tout ça. Bon, bref. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut... on ne peut pas avoir une politique qui aurait pour objectif de faire acquitter des coupables. C'est pas ça l'idée. Mais c'est pour dire que désormais, comme la procédure contradictoire, et je suis obligé de dire heureusement qu'elle est contradictoire, parce que ça permet aussi de faire éviter à des innocents la phase trop longue d'un procès, parce qu'on va pouvoir faire émerger des éléments à décharge. D'accord. Mais enfin, désormais, on a des dossiers quand même qui sont souvent ficelés quand ils arrivent à la cour d'assises. Donc c'est plus compliqué de renverser la table. Dieu merci, ça existe encore, parce qu'on sait qu'arrivent aux assises des dossiers incomplets. Nous vivons aujourd'hui, nous venons d'entendre un verdict pour une affaire qui nous a intéressés, nous avons regardé. Les journalistes ne l'avaient pas trop annoncé, ce qui veut dire que même à l'audience, jusqu'aux plaidoiries de la défense, l'acquittement était loin d'être acquis. Et cependant, et c'est ça qui est magnifique, c'est pour ça que tu me dis, est-ce qu'il faut y croire ? On y croit encore, bien sûr. Hier encore, on a 3 confrères qui ont plaidé, qui ont renversé un dossier après des réquisitions à hauteur de 13 ans de réclusion criminelle, et ils ont obtenu l'acquittement au motif que la Cour a estimé que, oui, on pouvait dire que toutes les preuves n'étaient pas rapportées, notamment la preuve sur l'intention criminelle de celui qui était mis en cause. Donc, bien sûr que tout est possible. Là, il n'y avait pas un jury, c'était une cour criminelle. Oui, c'est ce que j'allais dire. Oui. Mais ça veut dire que, bien sûr, c'est possible. Et nous, on y croit, parce qu'on ne joue pas un jeu, finalement. On est très sincère au moment où on plaide les choses. On croit, quand on plaide un acquittement, on croit très sincèrement à ce moment-là que le dossier n'autorise pas à condamner. Moi, je dis n'autorise pas parce que je me dis que pour condamner quelqu'un, ben, il faut être sûr. Il faut être sûr à chaque moment. Et donc, c'est comme une autorisation légale de « mais est-ce que je peux le faire ?» Et à chaque étape du raisonnement, le juge devrait s'arrêter. Donc oui, ça reste possible, mais toi, tu enchaînes les acquittements, et moi, c'est un peu lourd. Et puis après, quand tu vieillis, on te confie aussi des affaires qui sont plus difficiles. Parce que les gens, oui, quand même, il faut bien le dire. Ou alors, celui qui a un acquittement facile, il va voir, il se dit... celui dont il se dit c'est impossible, il dit là, je vais vraiment avoir besoin d'un bon. Les gens, et puis on entretient un peu le rêve des gens. On dit vous pensez que c'est moi qui vais pouvoir faire des miracles ? Ouais. Bon, nous, on sait in petto que non, on ne peut pas faire des miracles plus que les autres, qu'un jeune ou que n'importe qui d'autre. Mais on accepte, on va se laisser aller, on va accepter, puis après, au pied du mur, on se dit, mais pourquoi ? On sait bien que ce dossier est absolument épouvantable.
Mais c'est intéressant aussi que l'affaire que tu évoques, qui est effectivement passée devant une cour criminelle, donc ça veut dire qu'on n'a plus de jurés. Et moi, je me pose de plus en plus la question, notamment avec cette affaire, de savoir quel aurait été le résultat si ça avait été des jurés. Et j'ai plutôt tendance à penser que, vu l'esprit du temps, et notamment dans des affaires médiatiques, on n'aurait pas forcément eu la même décision. Et peut-être des gens qui seraient un peu plus laissés appeler par ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire un peu l'émotion, un peu voilà, la pression médiatique, et qui n'auraient peut-être pas forcément eu le réflexe qu'ont eu les magistrats dans cette histoire-là, de dire non, juridiquement, en fait, ça ne tient pas ce qu'on vous reproche, quoi. Moi, je n'ai pas de règle générale à dire. Tu as tout à fait raison, on ne pourrait pas savoir, mais on ne pourrait pas savoir non plus ce que 5 autres juges auraient décidé. Ouais. Si cette affaire est un appel, il y aura des jurés d'ailleurs, si elle est un appel. Bon, on ne peut pas savoir. Moi, je suis sur une question de principe sur le jury populaire. Et tu as raison de penser à un avocat. Il faut toujours penser à un avocat, c'est-à-dire à la chance que nous avons d'obtenir une bonne décision. Tu as raison. Mais comme on ne peut pas savoir, parce que ça dépend vraiment de la composition des jurys, moi je suis sur une question de principe. Je crois à la nécessité que la collectivité ait confiance en notre justice. Et plus nos citoyens participent au rendu de la justice, mieux ils perçoivent la difficulté de la rendre, plus ils respectent ceux qui la rendent au quotidien, c'est-à-dire les magistrats, parce qu'ils rentrent chez eux en disant « Oh, si tu savais toutes les questions qu'on s'est posées », parce que ce n'est pas si simple que ça. Et quelle que soit la décision qu'ils prennent, ils savent très très bien qu'on dépasse une émotion première. Et ils le font, même si nous avons des verdicts absolument abominables. On se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé là ? C'est bizarre. Bon, d'accord. Mais il y a un appel, justement, pour essayer de contrecarrer. Rien n'est acquis, puisque ça repose sur l'humain. Voilà, comment le groupe va-t-il réagir à un problème ? Mais moi, je crois à cet acquis révolutionnaire, et c'est par principe que je le dis. Je ne dis pas du tout, certains vont dire, c'est parce que tu crois que tu vas mieux tromper les jurés, mais ça n'a rien à voir avec tout ça. Et toi, inversement, tu dis, mais attention, ils sont tellement devenus répressifs, les gens ont une culture tellement de sécurité, finalement, qu'ils peuvent être plus sévères. Bon, moi, je ne suis pas sur des généralités comme ça, je dis, par principe, je défends le jury populaire, je crois beaucoup à ses vertus, non pas sur la mollesse des décisions ou sur la faiblesse des décisions, mais sur l'organisation de notre état de droit. Non, mais je crois que tu as raison sur cette question de la légitimité aussi, et peut-être ça rejoint... ça peut rejoindre la préoccupation du résultat, qui est aussi de se dire que aujourd'hui, en fait, surtout, ce qui est propagé par les médias, c'est de dire les juges ne sont pas légitimes, et quelles que soient les décisions, d'ailleurs qu'elles soient, on a remarqué, laxistes ou pas laxistes en fonction de qui est l'accusé ou pas, de toute façon c'est des mauvaises décisions parce que les juges rendent mal la justice, et que en injectant encore plus de personnes tirées des jurys populaires, ça va donner de la légitimité à ces décisions, et peut-être aussi ça va faire baisser ce sentiment hyper répressif, parce que les gens vont se dire, bah non, en fait, la justice, elle n'est pas laxiste. La justice, elle est rendue par nous, et donc elle est bonne. Donc il n'y a pas à se dire, je vais donner plus fort que d'habitude, je vais donner ce que je pense, quoi. Mais ça, c'est vrai qu'on s'en rend compte quand on discute avec des gens qui ont été jurés, et qui systématiquement disent, ah bah moi, j'allais sur une histoire de viol sur mineur, ou une histoire de meurtre, moi j'y allais, la première question que je pose, c'est quoi le max pour lui mettre le max, et puis à la fin, en fait, ça varie. Donc c'est vrai que cette expérience, elle est peut-être pas assez importante. Il faudrait que tout le monde, ou quasiment à un moment donné, soit passé par là. Ce qui était aussi à un moment donné l'idée de notre ancien président Sarkozy, qui est celui qui avait évoqué le fait, même au correctionnel, de mettre... J'étais hostile. Ah là, t'étais contre ? Bon, peut-être parce que j'étais assez systématiquement hostile. Non, mais je crois avoir plus quand même d'aptitude au discernement. Non, c'est-à-dire, c'est quand même difficile de rendre la justice. D'abord, c'était difficile à organiser. Et puis, il y a beaucoup de sujets techniques en correctionnel, quand même, qui, d'après moi, ne sont pas adaptés à la venue de citoyens. Là, quand nous parlons des crimes, tu vois, c'est
c'est toujours assez accessible. Il y a désormais des expertises génétiques, mais c'est bien qu'ils fassent cet effort d'accéder à ça. En correctionnel, je pense que c'est un peu compliqué. Non, je n'étais pas favorable. D'ailleurs, ça n'a pas duré parce que pour les problèmes d'organisation, de qualité, ce n'était pas Techniquement, c'est essentiel. sûr que c'est enfin, ou alors vraiment ça deviendrait Oui. un aspect massif d'être Oui, citoyen je en crois pas. France. Là, il y avait un symbole, tu vois, les crimes les plus importants. C'est pour ça que je n'étais pas favorable, moi, aux crimes aux cours d'assises spécialement composées pour le terrorisme. J'ai bien compris le problème, c'est que des gens vont se faire porter par en disant oui, d'accord, mais c'est un devoir pour moi de participer à la justice de son pays. Il s'agit des crimes les plus graves, et quand ils sont sanctionnés par les représentants du peuple, tu parlais tout à l'heure de la légitimité, c'est très important. C'est de dire, c'est très important aussi pour nous, nos clients. Quand nous allons le lendemain à Fleury, parce que c'est nous qui allons porter les décisions, je dis souvent aux magistrats, parfois vous portez des décisions, vous rendez des décisions qui sont honteuses, et c'est nous qui, le lendemain, allons même apaiser la colère de celui qui l'a reçu, parce qu'on essaie d'apaiser en disant on va faire appel, on va suivre les voies de droit. C'est nous qui transmettons quand même ces messages d'apaisement. Et quand on peut dire, mais vous savez, vous avez été condamné à une peine lourde, attention, c'est pas des juges, c'est pas des petits bourgeois, parce que c'est comme ça que aussi on essaie de refuser la sanction qui a été prononcée en trouvant des prétextes. Même en pénal financier, ils disent c'est des juges du syndicat de la magistrature. S'ils ont été sanctionnés, ils disent c'est des rouges. Donc ils ont été animés par la volonté de me défendre. Mais nous, on sait très bien au pénal aussi, on arrive à Fleury, et puis le gars nous dit mais ils n'ont rien compris, ils n'ont pas voulu nous écouter. Quand on peut dire, vous savez qu'il y avait quelqu'un qui avait la même profession que vous, hein. Vous avez vu la dame qui était tout à fait à gauche, puisque nous connaissons leurs professions respectives. C'était une boulangère. Je trouve que ça donne plus d'autorité à la décision et que le gars est obligé de se dire « Ah donc, devant des gens qui me ressemblent, ils ont estimé que je méritais cette peine. » Et donc, je pense que c'est aussi une manière, pour celui qui a été condamné, un motif en tout cas dont on peut exciper pour dire la décision, il va falloir l'accepter finalement. Tu parlais de comment est-ce qu'on gère une mauvaise décision aux assises, enfin judiciaires en général. Moi, c'est une question qui me travaille souvent, qui est comment est-ce qu'on gère effectivement sur la durée. Enfin, c'est ce que tu disais tout à l'heure, quoi. C'est-à-dire que le métier d'avocat pénaliste, c'est quand même très particulier, de se prendre des mauvaises décisions, mais parfois même des bonnes décisions en réalité, à 23h, le vendredi soir, après avoir attendu 12 heures, avoir ci, a fait ça. Comment est-ce qu'on gère dans le temps, psychologiquement, ça ? C'est-à-dire d'être quand même quelque part un peu l'éponge de toute cette violence, de toutes ces difficultés, et aussi des souffrances de nos clients. Alors qu'ils soient coupables ou pas coupables, ça n'enlève rien au fait qu'à un moment donné, c'est dur pour eux, tu vois. Bien sûr, et en plus, nous avons à gérer aussi les familles. Et quand même le condamné serait-il coupable, les familles, elles, ne sont pas coupables de rien et souffrent sincèrement de l'incarcération pour 4 ans, 5 ans, 10 ans. Donc on a ça aussi à gérer, parce que nous avons tout ce côté que les gens négligent. On parle de nos honoraires, mais tout ça, on ne facture pas. En fait, tout ça, ça rentre... Nous, c'est comme un devoir que nous remplissons quand on voit le portable avec la fille, l'épouse, la mère qui ont appelé et qu'il faut rappeler. Donc il faut... c'est difficile. Je trouve qu'on en parle peu, finalement, parce qu'on le fait, parce qu'on estime un devoir de le faire, et c'est quelque chose qui puise beaucoup de notre énergie. Quand même. Tu verras avec le temps, c'est de plus en plus difficile. Je ne veux pas te faire peur, mais je pense que c'est de plus en plus difficile de gérer. C'est chaque fois un échec. Finalement, chaque fois que nous avons porté une parole, on espère bien qu'on va être entendu, on espère bien qu'on va convaincre. Nous savons que nous n'avons pas d'obligation de résultat, mais on ne pense pas en ces termes-là. Nous portons une parole à laquelle, au moment où nous l'exprimons, en tout cas, nous y croyons fermement. Tu dis là, ils vont cette fois, ça va marcher. Et après, on espère. Puis il y a toujours des copains assez sympas pour dire, alors là, tu as fait tourner le truc. Là, d'après moi, tu as fait... Bon. Après, là aussi, quand je dis qu'il faut prendre de la distance, c'est par rapport à tout ça, bien sûr. Nous sommes raisonnables parce qu'il faut tenir. Et il faut amortir le choc. Et je dis que c'est de plus en plus difficile parce que je crois que dans une carrière, nous nous usons. Nous sommes usés.
Et nous sommes fatigués. C'est pour ça aussi que je crois de plus en plus à la nécessité de travailler en équipe. Il faut que nous soyons confiants les uns les autres. Il faut que, entre nous pénalistes, nous nous valorisions au sens où nous nous supportions. Il faut être positif. C'est normal que nous ayons des échanges, que nous soyons vindicatifs l'un face à l'autre, qu'on peut s'engueuler aussi. Mais enfin, fondamentalement, il faut savoir que nous sommes épuisés de porter tout ce que nous portons. Et donc, il faut qu'on se respecte ainsi. Il faut être en équipe. Et parfois, d'ailleurs, quand on plaide à plusieurs, écoute, je crois qu'on partage finalement cette charge de l'échec. Et il faut rester avocat en même temps. C'est-à-dire qu'il ne faut pas devenir cynique. Il ne faut pas se dire, de toute façon, il a été condamné, donc sans doute il était coupable. Tu vois, il faut jamais qu'on tombe dans ces échappatoires pour tenir le coup. Donc, il faut garder de l'énergie, il faut être sûr qu'on l'a conservé. Et si on ne l'a pas conservé, alors il faut savoir se retirer, en tout cas, je veux dire, de certains dossiers. C'est-à-dire que si je ne peux pas garder et l'enthousiasme et l'aptitude à résister au choc, il faut s'introspecter soi-même. Hein. Il faut savoir si on est capable de cela. Parce que sinon, on peut se blinder aussi en disant « je m'en fous ». Je suis avocat, c'est lui qui est coupable, c'est pas moi. Et ça c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Il faut qu'on continue à aller à Fleury le lendemain matin. Et bien sûr, c'est lui qui va. Il faut pas se tromper. On va pas non plus jouer à celui dont la vie est bouleversée. Mais il faut qu'on continue à être blessé de l'échec. C'est ça qui fait un bel avocat. Voilà, si on se dit, ça n'a pas d'importance, ça ne marche pas non plus. Donc, pour continuer dans la carrière, c'est se demander soi-même si on est toujours avec ses propres fragilités, ses blessures, et la force de les surmonter, parce qu'il faut continuer le combat. Si on était en première instance, il faut partir en appel. Donc, il ne faut pas se décourager. Et il ne faut pas non plus renoncer à l'appel, parce qu'on a peur soi-même de son propre ridicule. Parfois, on se dit... je vais les conseiller de pas aller à l'appel parce que je ne vais pas faire mieux. Ça marche pas, hein, si le type... Donc, il faut aussi, je crois, s'entourer d'un avis extérieur. Dans nos cabinets respectifs, on a plusieurs avocats en qui on a grande confiance. Et on peut comme ça un peu faire l'analyse par quelqu'un. Parce que j'ai remarqué que souvent, même pour se rassurer soi-même, le gars a pris plus que les réquisitions. C'est pas un succès, hein, il faut le dire, hein, là c'est clair. Et on peut essayer de se convaincre que ce n'est pas un échec comme ça en disant, en prenant le café le lendemain, non, mais tu sais qu'il aurait pu avoir plus, on ne sait jamais, à l'appel, il pourrait avoir plus. Et alors, c'est un peu comme une autoconviction que je n'ai pas eu un si gros échec que ça. Et donc de renoncer à se battre, il faut faire attention à ça. Mais la question de l'appel, tu as raison, c'est un truc que j'ai eu récemment. Ce qui est dur, c'est de se dire, qu'est-ce que je vais pouvoir faire de... J'ai l'impression que j'ai tout donné. C'est vrai. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire de plus en appel ? Toi, quand tu vas en appel, tu te dis, je vais essayer de rejouer la même chose et cette fois ça va passer, je vais renouveler, il faut que je trouve autre chose et donc je vais adopter une technique totalement différente. Est-ce que tu improvises en fonction de comment ça vient ? Non, tu sais comme moi qu'il n'y a pas vraiment de règles. On se dit ça n'a pas marché, mais on se dit il va y avoir d'autres juges, donc espérons qu'ils soient plus intelligents que les autres, parce qu'on peut se dire ça. Je vais te donner une expérience personnelle qui est la plus douloureuse peut-être de ma carrière, qui n'est pas à ma gloire. Enfin, il faut qu'on dise aussi. Tu vois, c'est comme ça, je me dis, les jeunes confrères se disent, lui aussi, comme les autres, il en a pris plein la gueule. Non, mais un jour aux assises, je plaide l'acquittement, 10 ans sont requis. 10 ans, très franchement, mais ça ne vaut rien, mon impression. C'est 10 ans. Je pensais que serait requis 18 ans ou 20 ans. Ouais, mais 10 ans sont requis, donc c'est comme ça. 10 ans sont requis. Le gars est libre parce que l'affaire est ancienne. Et nous sommes à Rouen. Et alors là, il est vraiment minuit, comme je disais tout à l'heure. C'est pas une image de... Et le gars est condamné à 17 ans. C'est terrible. C'est terrible. Et donc, pour ceux qui connaissent cette grande salle de cour d'assises, qui est absolument magnifique, mais alors là, elle est devenue horrible pour moi, hein, vraiment, parce que j'étais sur mon banc et j'ai traversé pour lui qui était au milieu, puisqu'il était libre, pour l'accompagner pendant tout le déroulé. Là, j'entends 17 ans, et donc, il faut entendre après les sortes de formalités là, au milieu. Ça c'est affreux. Et tu plaidais l'acquittement ? Je plaidais l'acquittement. Et tu t'y attendais pas ou... Tu t'es dit que c'était possible, tu aurais pu l'avoir, quoi. Oui, c'était possible. Alors, après, je raconte l'histoire, la fin de l'histoire qui est plus glorieuse pour moi. Donc, il faut que j'aille jusqu'au bout quand même. Mais enfin, c'est ça notre vie.
Donc 10 ans, un garçon qui est libre, qui est 17. incarcéré le soir même, bien sûr, et 17 ans. C'est à la fois une honte, il faut dire les mots comme on les sent. Tu te diriges vers l'hôtel en disant mais en fait c'est affreux. Ce type m'a fait confiance. Encore une fois, toi dans ta tête, même les confrères disaient mais elle n'a requis que 10 ans, c'est fou. Oui, mais enfin ça fait rien. C'est 10 ans et 17 quoi. Il y a rien à faire. Il n'y a rien à trouver à ça comme bon. Je n'aurais jamais imaginé que le gars voulait que je revienne en appel. Et lui me dit, il avait un bon casier, il connaissait les affaires. Mais non, mais vous avez fait exactement, on recommence pareil. Ah ouais. J'y suis allé vraiment, mais vraiment à reculons, j'ai beaucoup souffert. Tout ça pour dire qu'à la fin, in fine, tu me demandais si j'y croyais, mais il a été acquitté. Ah ouais, et voilà. Alors je peux raconter l'histoire jusqu'au bout, mais il n'y a que les pénalistes qui comprennent ce que je veux dire, d'après moi. Parce que tout le monde dit, mais tu es nul en fait, 10 ans, 17 ans, c'est pas le problème, nous on ne raisonne pas en ces termes-là. Mais on sait, les pénalistes savent ce que j'ai ressenti en partant à l'hôtel. Et pendant une année, je peux dire que chaque fois, même quand on se dit tout va bien... Il y a toujours lui qui est... Oui. Ouais. Ben là, on se dit, non mais ça c'est un échec monumental, vraiment, c'est quelque chose d'absolument horrible. Et heureusement que c'est moi qui ai plaidé finalement l'acquittement, heureusement qu'il m'a... Tu vois, on est très reconnaissant à certains clients. Et de cette confiance, c'est fou. Parce que n'importe qui d'autre y serait allé devant cette cour d'assises-là, tout le monde aurait eu l'acquittement, puisque je l'ai obtenu avec la même plaidoirie, enfin avec les mêmes arguments qu'en première. Non, mais avec les mêmes arguments. Donc n'importe qui l'aurait obtenu. C'est comme ça. Et j'aurais souffert encore plus, là. Parce qu'alors là, c'est comment toi, il faut être égoïste quand même dans l'analyse. Enfin, il faut penser à soi dans l'analyse des choses, mais j'aurais beaucoup plus souffert. Donc là, il faut un certain courage quand même pour y aller au bout, mais on le sent comme une mission. Parce que là, en plus, tu sais, on ne parle pas d'honoraires, là non plus. On se sent redevable. 10 ans, 17 ans, là, on se dit, garçon, maintenant, tu vas jusqu'au bout, tu vas le boire jusqu'à la lit, le calice, et puis là, tu as... Bon, alors pourquoi je parle de ça ? Ça, je ne sais plus pourquoi je parle de ça, mais c'était oui, parce que tu me parlais de l'appel. De l'appel, ouais. Et alors, parfois, on se dit, il faut changer de stratégie. C'est pour ça aussi, d'ailleurs, que les gens eux-mêmes se disent, il faut changer de stratégie, et ils changent d'avocat. Bon, tu sais très bien. Ouais. Et pour moi, c'est tout à fait normal que les gens aient envie d'essayer autre chose, puisqu'ils savent que nous n'allons pas nous transformer. On a une analyse du dossier, nous avons une personnalité, il n'y aura pas d'éléments nouveaux entre la première instance et l'appel, donc on sera à peu près sur le même registre, sauf que nous serons instruits quand même par le raisonnement de la première cour et qu'on pourra se dire « Ah, donc c'est ça qui ou d'avoir vu les témoins, c'est ce qu'ils ont dit, ce qu'ils n'ont pas dit, tu dis ça, je vais le refaire. Absolument. Voilà, donc on peut un peu rejouer la partie comme ça, on est instruit de la première instance. Mais il n'y a pas vraiment de règle, tu sais quand même qu'on n'a pas vraiment de nouveaux arguments. Mais un autre avocat peut donner un autre souffle, une autre vision. On ne saura jamais si c'est ça qui fera changer la balance, puisque moi je suis revenu même avec et on a obtenu l'acquittement. Et quand tu te prends les 17, enfin, l'analyse rétroactive, tu comprends d'où ça vient, tu te dis ah mais en fait c'est ça qui a pas marché, ou là j'aurais dû dire ça, ou moi ça m'arrive parfois des cas comme le tien, c'est-à-dire que tu vas prendre un très mauvais résultat, en appel tu vas avoir un super résultat, et j'ai pas l'impression qu'il y ait quoi que ce soit de différent. C'est-à-dire que c'est la même audience, j'ai dit pas forcément la même chose, mais quasiment, mais que pourtant, parfois ça a porté, parfois ça a pas porté. Bon, très très sincèrement, là, dans l'affaire dont je parle, si le gars était déclaré coupable, très franchement, nous connaissons un peu les tarifs, je dirais. Oui, c'est ce que ça valait. Ça valait 17 ans, parce qu'il y avait une première tentative de meurtre en ayant canardé au pied d'une cité, personne n'avait été touché. Et le lendemain, avec la même arme, un individu qui tirait dans un véhicule qui ramenait un gars qui avait une permission de sortir vers la prison. Et avec la même arme, il tirait à l'intérieur. Un est resté handicapé et l'autre est ensuite tiré alors qu'il fuyait à travers sur la route et continuait à tirer. Bon, c'était des faits qui, s'ils étaient imputés à celui que je défendais, qui avait déjà un casier judiciaire, franchement, on n'avait jamais imaginé. En fait, il requiert 10 ans. En 10 ans, en fait, il est peut-être innocent, mettez-lui 10 ans, quoi. On sait que ça existe aussi, ça. Oui, ça peut exister. Voilà, c'était pas exprimé comme ça, mais bon, d'accord. Donc, toute la question était de savoir s'il y avait culpabilité ou pas. Ouais. Bon, et cette cour d'assises, la deuxième, a été à ce point rigoureuse. Je ne pense pas avoir utilisé d'arguments vraiment nouveaux, mais avec une rigueur, puisque là, j'étais persuadé, oui, que pour les deux épisodes,
l'imputabilité n'était pas établie par le dossier. La possibilité, oui, ça évidemment, s'il était devant la cour d'assises, ce n'était pas par hasard, il y avait des indices, il y avait même des charges. Mais on a eu une deuxième cour plus rigoureuse. Est-ce que je l'ai mieux dit pour que plus d'entre eux soient convaincus? Peut-être. Est-ce que celui qui dirigeait les débats a été avait une approche. Les présidents, quand même, ça détermine aussi certains verdicts, hein, bien sûr. Enfin, en tout cas, la tenue des débats avec le jury. C'est vrai que souvent, moi, je me dis que les décisions, elles sont beaucoup plus déterminées par celui qui juge que par les avocats qui le présentent, quoi. Parfois, c'est désespérant de ce qu'on est capable ou pas de faire devant certains magistrats, quoi. C'est parfois, on l'a vu encore là dans une affaire médiatique récente dont on parlait tout à l'heure, tu plaides la non-caractérisation des faits. Tu plaides pendant 2 heures en disant « vous allez l'acquitter parce que les faits n'ont pas existé ». Et la Cour acquitte en disant « les faits ont existé, mais l'intention criminelle n'est pas prouvée ». Ah bon, tout à fait à côté de la plaque. Ça fait, on en tire quand même bénéfice en disant « wow, oui, j'ai gagné quand même ». Mais peut-être aussi que d'avoir bousculé, ça force à réfléchir en disant « c'est pas si sûr que ça ». Alors nous, on va dire qu'on est quand même sûr sur ça, mais de toute façon, il y a tellement de doutes. Et est-ce que tu aurais, comment le formuler, un secret, une technique, quelque chose de vraiment intime qui te guide dans la manière dont tu agis devant une cour d'assises? C'est-à-dire, est-ce que tu te dis, mais en fait, moi je pense que le secret pour emporter la conviction, c'est d'aller faire ça à l'audience à tel moment, ou c'est d'utiliser telle technique? Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui te... Non, très franchement, non. Je crois que quand même notre plaidoirie qui arrive à la fin, et dont nous savons désormais qu'elle est beaucoup moins importante que ce que nous pensions avant. Hein. Désormais, il y a une audience, et les bons avocats pénalistes, ce sont ceux qui sont toujours en alerte pendant les débats, pendant l'instruction, qui savent poser des questions, ce qui pourrait nous permettre d'aborder le sujet de « sommes-nous formés à poser des questions ?» Nous ne sommes pas suffisamment formés à cela, bien sûr. Mais donc nous savons désormais que c'est pendant les audiences que nous pouvons faire vaciller la conviction des uns ou des autres. Et je pense justement que lorsque nous plaidons, nous nous adaptons par rapport à ce qu'on a pu voir. Tu sais très bien qu'on regarde qui a posé la question, même si c'est un papier qui est arrivé jusqu'au président, on essaie de savoir quel est le jury qui a posé la question, que pourrait révéler de son état d'esprit le sens de cette question. Enfin, on essaie ça, et donc on va essayer, parce qu'on croit avoir compris certaines choses, et on se dit, tiens, je vais plaider surtout sur ça, parce que peut-être qu'ils sont bloqués sur ça. Tout ça, c'est le secret de nos chambres d'hôtel. En réalité, si on avait des recettes, ça serait beaucoup plus simple. Et on continue, après 30 ans d'exercice, à éteindre la lumière à 4 heures du matin, alors qu'il va falloir plaider à 9h30, et qu'on s'envoie des SMS si on est plusieurs sur les bancs de la défense, et tout le monde y est toujours encore. Tu as terminé? Non, j'ai pas terminé. Enfin, donc on est toujours avec les mêmes angoisses. Vraiment, on n'a pas gagné en légèreté, parce qu'il n'y a pas de recette, parce que chaque cas est singulier, heureusement. C'est pour ça qu'on est heureux aussi de faire ce métier. On n'aime pas que les audiences ressemblent trop à d'autres, et d'ailleurs on devient un mauvais avocat si on dit ça ressemble tout à fait à l'affaire précédente. Ça marche pas du tout. Ça aussi, c'est la caractéristique, je dirais, des mauvais juges dont on craint qu'ils se disent elle ressemble tellement à la même affaire qu'elle va me la juger de la même façon. Ouais. Et donc, voilà, alors qu'il faut une disponibilité chaque fois intellectuelle pour aborder chaque cas comme étant tout à fait singulier. Donc on essaye chaque fois. Et puis c'est bien parce qu'avec les échecs, on se dit j'ai encore des progrès à faire, donc je peux continuer la carrière, quoi. T'écris beaucoup tes plaidoiries dans les assises. Enfin, tu l'étais déjà. Moi, j'y vais, je mets 3 trucs sur une feuille. Alors moi, j'écris beaucoup, et je peux dire, il faut pas trop révéler vraiment nos secrets, parce que non, mais je veux dire simplement parce que tout ça est assez médiocre. Tant mieux si on nous prend pour des gens brillants, mais je dis aussi aux jeunes confrères, soyez qui vous êtes. C'est-à-dire que nous avons des façons de travailler qui nous sont propres. Et bien sûr que c'est magnifique de voir des confrères, on les admire, ils ont 3 mots sur une feuille, et pourtant ils vont plaider pendant 1h30, et tout est fluide. C'est magnifique. Mais si eux ont ce talent-là, nous ne sommes pas obligés de penser qu'il faut absolument ce talent-là pour être un bon avocat. On peut convaincre en passant par d'autres voies. Et si on a besoin d'écrire, il faut écrire.
Moi, je dis non, je dis qu'il ne faut pas aborder ce sujet parce que Ouais. Oui, ça tu veux révèle. pas, faut C'est pas un peu dire qu'il faut comme. faire ça, C'est un quoi. peu comme. Alors, il ne faut pas donner de mode d'emploi. Chacun doit trouver sa méthode de travail pour être le plus confortable possible. Moi, pour avoir un peu de liberté et pour justement pouvoir plaider sans contrainte, il faut que je connaisse parfaitement mon dossier, que je me sente sûr de moi. Parce que je n'ai jamais pensé que j'étais ni le meilleur, ni le doté des plus de qualité. Pas du tout, pas du tout. Moi, je ne suis pas un type qui aime improviser. J'aime que les choses soient travaillées, qu'elles soient préparées, qu'elles soient pensées. Et plus c'est organisé, plus je suis libre. Plus j'ai écrit, plus je suis capable de m'éloigner de ce qui Hmm. est écrit. Parce que je me sens un peu plus sûr de moi, parce qu'on est parfois saisi par du vertige, par un vertige. Tu es aux assises, nous plaidons quand même parfois pendant 2 heures, nous plaidons 1 heure et demie. L'idéal pour l'attention d'un jury, c'est 45 minutes, mais il faut que ça soit très structuré. Et parfois, clac, on est perdu. Certains le masquent totalement. Moi, je suis capable de me faire peur à moi. Voilà. Après, les autres vont me dire, mais ça s'est pas vu. Mais moi, je ne suis Ouais. pas à l'aise et donc je ne vais pas pouvoir faire tout ce que j'ai à faire. Donc, si j'ai écrit, et j'écris, voilà. Mais on est un peu comme des artistes, on n'est pas... heureusement qu'on ne nous voit pas dans nos chambres. Là, quand je disais à 4 heures du matin, je le dis parce que je veux que les gens sachent que nous travaillons. Nous ne faisons pas des exercices de spectacle, nous sommes préoccupés. Il y a un gars dans le box et nous ne devons penser qu'au gars dans le box. Et si je veux être bon, comme nous voulons être bons, c'est pas parce qu'on nous sert, pas pour qu'on nous serre la main après en nous félicitant. Ça ne sert à Hmm. rien. On nous félicite si le résultat est exactement celui qu'on espérait. Sinon, tout ça ne sert strictement à rien d'avoir fait de belles phrases. Nous essayons de faire de belles phrases pour convaincre les jurés que notre thèse est la bonne. Tu sais, je sais plus, j'ai entendu ça une fois, que parfois ça me revient assez souvent. Dis, c'est quoi la différence entre un bon avocat et un grand avocat? Le bon avocat, il obtient des résultats. Oui. Et souvent, j'y pense en me Je disant, sais. quand tu écris ta plaidoirie ou quand tu te prépares pour l'audience, c'est vraiment ça, quoi. Parfois, c'est plus efficace de pas en faire des caisses et Bien d'être sur sûr, des choses qui peuvent apparaître un peu désuètes, mais qui finalement, en fait, bien sûr. fonctionnent derrière. Mais moi, je suis un peu pareil que toi sur l'écriture, c'est-à-dire que ça me rassure, mais ça me rassure aussi euh, en pensant à ce que j'en penserai plus tard. C'est-à-dire de me dire, oui, mais là au moins, j'ai vraiment fait tout ce que je pouvais. Tu as raison, Et c'est donc, bien. si Ouais. le résultat il est Ouais. pas au niveau, au moins Ouais. je culpabiliserai pas de pas avoir soit suffisamment bossé, soit suffisamment écrit, soit d'avoir dit n'importe quoi pendant la plaidoirie. Là, je pourrais pas dire n'importe quoi parce que au moins j'ai validé ce que j'avais envie de dire quoi avant d'y aller quoi. Puis quand on met par écrit un raisonnement, quand même, en tout cas c'est ma façon de travailler, quand je le mets par écrit, je vois vite que ce que j'avais dans la tête est insuffisant Hmm. parfois, ou bien qu'il y a des contradictions. Ah oui, mais là, moi j'ai besoin de l'écrit pour le valider davantage. Voilà. Et puis il y a des formules aussi qui sont. C'est parce que tu le mets à l'écrit que tu vas trouver la bonne formule qui va ressortir Mais oui, beaucoup mais plus oui. facilement. Mais bon, c'est vrai qu'il y en a, moi je les Ah ben vois, ils oui, ont des fulgurances à ah oui, l'oral qui mais sont incroyables et qui disent mais non, parce que quand j'écris, en fait, ça me bride, j'aime que les idées elles me viennent. Et il y a aussi un truc que je sens parfois, c'est que. T'es plus en phase avec les gens qui t'écoutent et tu vois un regard, une réaction et en fait tu bifurques sur autre chose et ça te relance. Mais bien sûr. ça t'empêche pas de le faire quand t'as écrit, mais il faut se laisser Voilà. cette liberté-là, quoi. Voilà. Moi, je pense que la liberté dont je te parlais tout à l'heure, elle n'existe chez moi que si j'ai écrit. Voilà. J'ai écrit, et bien sûr que quand on plaide, on croit voir, et notamment en correctionnel, mais aussi aux assises, on croit voir une Ouais. réaction de défiance, alors comme aux assises, on leur a dit de rien bouger, ils sont très poker Ah face, maintenant, quoi. ouais, Là, c'est. il n'y a rien. Mais en correctionnel, d'ailleurs, on relance parfois. Ah bon, Ouais. bon. Et bien sûr. Mais cette liberté-là, attention, hein, elle n'est pas simple. Hein, il faut avoir, je crois, beaucoup travaillé avant. Voilà, c'est le mot qu'il faut retenir. Et aujourd'hui, si tu devais donner un conseil aux jeunes avocats pour devenir pénalistes ou de comment, disons, on va dire, construire leur carrière, tu dirais quoi rétrospectivement par rapport à ce que toi tu as vécu ou ce que tu vois de la manière dont ça se passe aujourd'hui? Mais il faut arriver à savoir vite, d'abord, si on est fait pour ce métier. Ouais. D'abord, ça, on le découvre en travaillant. Je veux faire du pénal. Bon, très bien. Je suis pénaliste. Ah bon, au bout de 2 ans, alors ça, j'ai jamais très bien compris. Je me permets de le dire. Hein,
Non, on est pénaliste. On se dit pénaliste, mais au bout de très nombreuses années. On exerce au pénal dans les premières années, et puis après on sent si on est pénaliste. Voilà, si on dort mal à certains moments, nous les pénalistes, nous avons les mêmes réactions face à certaines situations d'injustice. On a envie de se mobiliser un samedi matin pour des trucs dont tout le monde dit mais c'est fou, qu'est-ce que vous faites là un samedi matin? Mais nous on se dit mais c'est urgent, c'est nécessaire, c'est normal. Et c'est là qu'on peut dire, avec 10 ans d'exercice de la sorte, à la limite, oui, je suis pénaliste. Et puis, il faut voir si on peut établir un contact avec la clientèle pénale. Je peux utiliser ce mot, bon, c'est trivial, c'est moche. Mais enfin, un avocat, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, il faut être choisi. Et pour être choisi, ben, il faut avoir certaines qualités qu'on ne saurait pas d'ailleurs énumérer, parce que les qualités des pénalistes sont très différentes de l'un à l'autre. Eh bien, parce que les clientèles sont différentes. Les clientèles sont différentes, mais quand même, les clientèles sont différentes, mais on trouve une constante. Moi qui ai exercé quand même dans beaucoup de domaines finalement de droit pénal, tu sais, entre les délinquances que tu as évoquées tout à l'heure, les stupes et tout ça, et puis maintenant davantage le pénal des affaires, les grands patrons, il y a la même vulnérabilité quand même, et un peu la même réaction face à l'institution judiciaire, institution étatique, répressive. Tout le monde réagit un peu pareil, ils ont un peu les mêmes critères, d'après moi, de choix d'avocat. Et donc ça marche ou ça ne marche pas. Et on peut être un très bon technicien, on peut être d'ailleurs un très bon collaborateur au pénal et être incapable de nouer soi-même des liens avec des gens qui sont concernés par les poursuites pénales. C'est comme ça, on en a connu des gens dont on dit super, et pourtant ça ne marche pas dans la relation seule. Donc ça se découvre petit à petit. Donc travailler, s'inspirer, fréquenter les audiences et trouver qui on est soi-même, quel est son style, quelle est sa personnalité, pour ne pas imiter les autres et pour être le meilleur possible dans la défense. Il y a un autre sujet que je voulais aborder avec toi qui je trouve est de plus en plus important dans notre profession, c'est le rapport aux médias, de manière générale, sous deux aspects, moi, que je trouve intéressants. Le premier, c'est par rapport à ce que tu disais là, c'est-à-dire que est-ce qu'aujourd'hui, on peut se développer en tant qu'avocat, pénaliste, mais en réalité commerçant, sans utiliser les médias au sens large. Moi, quand j'ai commencé, il n'y avait aucun site internet de pénaliste en France. Je parle de le début des années 2010. Il n'y avait aucun site de pénaliste, ça n'existait pas. Il y avait des sites, tu sais, d'avocats en droit des affaires, travail et tout ça, mais il y avait cette idée que, en fait, notre clientèle, ce sont des gens, comme tu disais, qui savent qui sont les pénalistes. Il n'y a pas besoin d'être connu du grand public, parce que finalement, le grand public, c'est pas notre clientèle. Maintenant, ça a totalement évolué, c'est-à-dire que tous les plus jeunes avocats, ils sont tous sur tous les réseaux, ils font de la pub et on se vend. Moi, je le dis souvent, j'ai l'impression parfois qu'on est obligé de se vendre comme on vendrait du soda, quoi. Hein. Ça, c'est la première chose. Et après, on en parlera après, mais aussi la question du tribunal judiciaire. Et en fait, comment est-ce que je pense qu'on peut plus se passer de mener nos combats judiciaires aussi dans les médias, parce que c'est aussi là que ça se passe. Parfois même, c'est même que là que ça se passe. Moi, j'ai eu des affaires qui n'ont jamais existé judiciairement, où on reproche des trucs absolument abominables à des gens. Il n'y a jamais eu de procédure. Toute l'affaire, c'était dans les médias. Donc, à un moment donné, de l'avocat, celui qui parle pour, il faut bien qu'il aille, parce qu'autrement, il n'y a personne qui ira parler, quoi. Alors, le premier sujet, c'est l'exposition des uns et des autres. Ou même le fait que c'est vrai que maintenant il y a des avocats pénalistes qui sont célèbres, quoi, connus. Il y en a certains qui ont carrément fait des carrières, quoi. Ce qui n'était pas du tout le cas avant, ou beaucoup, beaucoup moins. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui soient très connus. On est surpris, dans le grand public, personne ne connaît les avocats. Peut-être Dupont, quand même. Voilà, j'allais dire. Ce que je dis, t'as la star, quoi. Il y a eu Jacques Vergès, que tout le monde connaissait. Ouais, c'est vrai. Il y a eu Collard, qui a été connu à un moment donné, et puis Dupont. Alors Dupont, c'est pour ça que je trouve absolument magnifique, dans tous les foyers français, avant même qu'il soit ministre, les gens connaissaient Dupont. Et il y a déjà 15 ans, qu'on me disait, mais alors toi tu fais exactement le même métier que le gros qu'on voit à la télé?
Mais il était connu partout. Puis après, son nom a été connu. Bon, ça, c'est magnifique. Mais très, très peu. Henri Leclerc, Thierry Lévy n'étaient pas si connus. Non, ils sont connus par les juristes. Mais comme Dupond-Moretti, personne. Donc maintenant, il y a une grande médiatisation des avocats parce que les affaires judiciaires intéressent et les avocats sont partout, mais en même temps, les noms ne sont pas vraiment retenus. Ils sont retenus parfois pendant une affaire qui va mobiliser l'opinion pendant quelque temps. Mais franchement, il faut le savoir, hein, il ne faut pas rêver. Mais notre contrainte, on l'a dit à plusieurs reprises, il faut que nous soyons choisis. Et comme nous sommes de plus en plus nombreux, mais pour être choisi, il faut être connu. Et pour être connu, le tapage médiatique fait autour de nos succès, bon, il est quand même très faible, donc il faut s'exposer. Et donc c'est pour ça que les réseaux, bien sûr, sont utilisés par les uns et par les autres. Bon. Je crois que les sites internet ne nous rapportent absolument rien, hein, mais si on ne le fait pas, on est ringard, donc on est obligé de le faire parce que sinon, ah bon, tu es le seul à pas avoir, on fait un site internet. Et après, je pense que certains confrères, quand même, ont un grand savoir-faire hein, pour s'exposer. Et après, nous, on est obligé de dire attention, attention, hein, c'est pas parce que c'est vu à la télé que c'est gage de qualité. Bon. Après, toi, on te voit aussi à la télé et tu vas relativement régulièrement, enfin, tu es invité régulièrement pour intervenir. Alors, j'imagine que c'est probablement avec l'ADAP que tu as dû pas mal être sollicité à un moment donné, mais tu viens quand même décrypter, expliquer l'info. Moi, je le fais aussi, donc moi, je trouve que c'est hyper utile. Moi, je le fais en partie parce que je trouve que c'est de la pub, pas mentir. C'est-à-dire que vu à la télé, en réalité, ça compte à la fin. Je crois aussi que c'est un peu notre rôle, quand on est pénaliste, d'aller dire aux gens, enfin de leur faire entendre une musique un peu différente que celle qu'on leur raconte toute la journée. On s'est croisé l'autre jour sur une affaire extrêmement médiatique relative à de la détention provisoire. C'est quand même intéressant que tu aies au moins un professionnel du droit qui vienne expliquer comment ça marche, que c'est, et qu'on arrête de déblatérer sur du fantasme, quoi, parfois. Moi, je crois que j'ai été connu d'abord par Twitter, parce que je n'ai pas été le premier sur Twitter, mais il y a eu toute une communauté quand même de juristes. Et là, je dirais à partir peut-être de 2012. Et tu intervenais beaucoup t'étais sur Alors, Twitter. je tweetais. Moi, je n'ai jamais parlé de mes dossiers. Jamais on ne trouvera un tweet qui parle de mes dossiers. Moi, je ne dis jamais, par exemple, que je vais intervenir à tel endroit, tellement, pour moi, ça me coûte beaucoup d'être vu. Alors, c'est paradoxal quand même, parce que le gars, il va à la télé, comme tu l'as dit. C'est très paradoxal, mais moi, je suis peut-être le seul avocat. Jamais aucun membre de ma famille ne m'a vu plaider. Ah ouais. Ah oui. Tu leur dis, je veux pas que tu viennes. Jamais. Parce que pour moi, c'est trop. Je suis trop impudique en réalité quand je plaide, parce que je pense qu'il faut se livrer. Enfin, il faut être impudique. J'espère que les choses sont assez maîtrisées quand je plaide de ma part. Mais enfin, il faut de la liberté. Et je ne peux pas le faire Bon, c'est comme ça. Bon, jamais aucun de mes collaborateurs ne m'a vu plaider pendant 25 ans. Maintenant, ils me font un bras d'honneur et disent on ne va pas demander à l'autre coquette ce qu'il veut. Ils s'en foutent pas mal et ils se mettent dans la salle s'ils ont envie. Bon, maintenant, j'arrête avec ces choses-là. Mais c'est pour dire, l'exposition, quand même, me coûte. Ouais. Moi, je me suis exposé donc sur Twitter en prenant des positions, mais sur la justice. Ou pour valoriser un confrère. Et puis après, quand j'ai été président de l'ADAP, j'ai tweeté. Alors, quand je dis j'ai été connu par ça, c'est parce que les journalistes, à un moment donné, ont repéré ça. Et donc, peuvent te solliciter pour dire « Ah, vous êtes intervenu là-dessus, est-ce que vous pourriez développer ?» Bon, je me suis rendu compte que quand même, ça me permettait de rentrer dans le débat public. Puis ensuite, Twitter s'est élargi, tout le monde désormais, bon d'accord. Et sur Twitter, et même maintenant, c'est devenu ringard, bon, ou presque. Bon, il faut d'autres réseaux. Je crois à la vertu pédagogique quand même de nos interventions, ça c'est vrai. J'essaie de ne pas intervenir sur les dossiers qui sont pris en charge par d'autres confrères. Je crois aussi qu'il faut se préoccuper de l'image du barreau. On ne peut pas intervenir sur tout à n'importe quel moment. Voilà. Donc très très souvent, puisque nous les avocats parisiens, nous sommes très sollicités par les chaînes d'infos continues. En réalité, ils ont besoin de meubler tous les jours et à toutes les heures leur plateau, et ils nous envoient des messages, chacun, et comme on n'est pas côte à côte, on croit que c'est vraiment très individualisé. Ils nous disent, vous êtes le meilleur, on ne voit pas qui à part vous pourrait venir ce soir à 22h30, comme si on avait que ça à faire à 22h30, c'est qui est vraiment, si on réfléchit, la loose quand même d'être à 22h30 sur un plateau de télé.
parce que personne n'a voulu y aller. Bon. Et donc, on s'est fait avoir au début en croyant qu'on a été choisi parce qu'on était le seul capable d'expliciter. Après, on a très bien compris, mais on choisit quand même d'y aller, c'est vrai. Moi, je choisis d'y aller si je pense que c'est un sujet qui mérite qu'on en parle. Et quand on s'est croisés, tu as raison, oui, on est allé expliquer la détention provisoire, on est allé expliquer l'exécution provisoire. On essaie aussi de combattre certains poncifs contre la justice. Nous n'admettons pas que la justice soit mise à mal par des formules lapidaires. Nous n'admettons pas qu'on dise les juges ne comprennent rien, les juges ne travaillent pas. Nous sommes là, nous justement, pour porter une belle image de la justice, une haute image de la justice. C'est ça notre combat. Et parfois, nous allons aussi, pour nos propres dossiers, si nous pensons qu'une intervention médiatique est nécessaire. Tu disais tout à l'heure, certains dossiers, si je n'interviens pas au médiatique, il n'y a même pas de judiciaire, donc tout est perdu pour le client. Et quand le client est lui-même célèbre, a une notoriété particulière, ce qui compte beaucoup plus pour lui, c'est ce qui se passe dans les médias que ce qui va se passer dans 5 ans en justice, si tant est qu'il y a un prolongement judiciaire. Donc ça, c'est un nouvel aspect de notre métier, auquel nous ne sommes pas forcément formés dans les écoles, je pense encore. Nous n'y avons pas été formés. Mais maintenant, il y a des agences de com. Tout ça devient compliqué à manier. Il ne faut pas qu'on y perde notre âme. Il ne faut pas que nous soyons contradictoires avec une exigence que nous avons, qui est le secret, puisque nous refusons des intrusions dans des espaces que nous estimons secrets. Et donc nous disons, tout ça a un caractère assez sacré, de ne pas parler de certaines choses. Je ne veux pas que vous sachiez de quoi on parle, mais si on veut être fort dans cette revendication, il faut nous aussi que nous ayons un peu de tenue dans les médias. C'est-à-dire que si on parle de tout, si on évoque tout, si on révèle tout, y compris par exemple dans les entretiens de garde à vue. Voilà ce qui s'est passé il y a 10 ans dans un entretien de garde à vue. Ah mais nous on se bat au quotidien pour que ça reste secret, pour que personne ne soit derrière la porte à nous écouter. Donc il faut que nous ayons... Voilà, il faut qu'à la fois nous soyons médiatisés, c'est désormais une exigence, et que nous soyons compatibles avec d'autres impératifs de la vie d'avocat et des nécessités de la défense. C'est pas clair, simple. C'est pas simple ce que tu me dis là, parce que ça me fait penser, tu sais, il y a un confrère, je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'était un ancien de la conf, qui il y a peut-être 2 ou 3 ans, désigné dans un dossier très médiatique, je me souviens même plus lequel. C'est Da Silva, et je pense que tu vas parler de ça. C'est ça, il y va. Qui a été exemplaire. Voilà, et à la fois, quand je le regarde, je me dis ce que tu me dis là, c'est-à-dire que, pour préciser, il va sur le plateau de BFM, dont on attend qu'il vienne parler de l'affaire, et quand on commence à lui poser des questions, tout de suite, il dit, écoutez, en fait, je suis tenu par le secret, je suis venu vous voir, je suis très content d'être là, mais j'ai rien à vous dire, en substance. Ce qui semble vraiment énerver les journalistes, que je peux comprendre, parce que clairement, ils se disent, mais pourquoi vous êtes venus ? Et quand je regarde ça, je me dis comme toi, c'est-à-dire je me dis, il est exemplaire, c'est-à-dire que vraiment, il est irréprochable sur ce qu'on devrait faire, et en même temps, je me dis, mais son client, qu'est-ce que lui, il aurait voulu à ce moment-là ? Et dans l'intérêt plus généralement de l'affaire ou de son client, est-ce qu'on n'est pas aussi contraint de jouer ce jeu-là ? Parce que si lui, il porte pas cette parole-là, comme tu dis, 10 minutes après, il y a un autre avocat qui va arriver et qui, lui, va en parler et qui, lui, va dire, et puis probablement l'avocat de la partie adverse aussi. Donc, en fait, on est un peu pris dans nos obligations, on va dire, déontologiques, historiques, et puis des nécessités plus concrètes. Est-ce que avocat aujourd'hui, c'est pas être avocat aussi en dehors des prétoires ? Tu vois, tu parlais des boîtes de com. En fait, moi, il y a certains dossiers où je me dis, en fait, on me demande de faire le travail d'une boîte de com, quoi. Il va falloir gérer une crise médiatique, alors ça peut prendre une nature judiciaire, mais parfois c'est juste appeler 2 journalistes que je connais pour leur dire, voilà ce qu'on veut dire, est-ce que vous voulez bien le sortir ? Tu vois, il y a un vrai questionnement plus profond, quoi, sur notre profession et sur ce qu'on a le droit ou pas de faire dans ces cas-là. Bien sûr, il y a longtemps que certaines affaires ont été médiatisées, il y a longtemps. Ouais. Et les avocats se sont longtemps posé ces questions, même pour les accidents industriels dans des grandes boîtes, tu sais, au-delà de certains crimes qui étaient faits. Il y avait moins d'exposition médiatique parce qu'il y avait moins de médias, de fenêtres, il y avait moins de médias. Bon, le mérite du confrère dont on parlait à l'instant, c'est que justement, il est sur la scène médiatique.
Et il offre voilà, une image de la défense. Et il me semble que ce qu'il dit en étant là, en disant « mais moi je ne peux rien vous dire, calmez-vous les uns et les autres ». Moi qui suis dans cette défense, et puis du coup, implicitement, il nous dit à nous tous, pas la peine de défiler sur les plateaux, hein, parce que moi qui suis en charge de la défense, je suis là. Je suis là pour dire, ben voilà, je refuse de violer le secret. Et en même temps, il incarne quand même cet accusé qui était présenté comme un monstre. Je pense un peu partout, le crime était monstrueux, quoi. Il incarne avec beaucoup de classe, beaucoup d'élégance, une force en disant, vous ne passerez pas, je suis là pour être vigilant. Bon, c'est magnifique comme image. Moi, je trouve magnifique comme image d'avocat. Bon, parce qu'il faut savoir, il a su rester. Et sans doute que c'est bien d'y être allé. Peut-être que moi, je me serais dit non, je ne vais pas y aller, parce que je n'ai rien à dire. Ouais. Donc, j'aurais dit aux journalistes, je n'ai rien à dire, donc je ne viens pas. Bon. Mais là, il y était finalement cette présence pour rappeler des choses. Bon. Mais ce n'est pas simple. Nous y allons les uns les autres, nous faisons des erreurs. C'est vrai que c'est une partie du métier qu'il faut désormais assumer, désormais remplir, parce qu'il ne faut pas, en fait, que l'honneur de celui que nous défendons soit à ce point entaché que finalement tout soit irrécupérable et que même un acquittement au bout de 13 ans de matraquage médiatique ne répare pas l'offense qui aurait été faite. Mais il faut savoir le faire, il faut avoir l'humilité de se dire il faut peut-être que je me forme, tu vois, et que nos écoles aussi nous apprennent à gérer ça, en restant dans le respect du secret et dans la nécessité, comme tu le dis, oui, de répondre. Est-ce que tu as le travail aussi c'est-à-dire que parfois une audience à venir, elle va aussi beaucoup se jouer dans les médias. Tu regardes l'affaire Jubilard là, qu'il y a eu récemment, l'intégralité du dossier et surtout de la discussion sur les preuves avait déjà eu lieu 1000 fois dans tous les médias. On connaissait toutes les preuves, la machine à laver, la téléphonie, l'amant, le truc. Donc en fait, tu te dis, mais les jurés qui vont arriver à l'audience, ils connaissent déjà par cœur le dossier avant même d'arriver. Et puis en réalité, pour le coup, le parquet et on va dire la police de manière générale, eux, ils ont très largement communiqué sur ces éléments-là. Et donc, en fait, si tu n'as pas fait le travail en amont, il n'y a que des éléments à charge qui ont été accumulés dans l'esprit des gens, qui sont concrètement les gens qui vont te juger à la fin. En même temps, même si on connaît le résultat qui n'était pas à la hauteur de ce que la défense espérait. Oui, après, je parle de cette affaire, mais c'est... Oui, c'est mais on pas avait l'impression quand même qu'il se passait beaucoup de choses à l'audience. Alors, ouais, exactement, ouais, c'est vrai. Et ça, c'est le grand mérite et le talent de nos confrères, qui ont apparemment, de ce qu'on a lu, hein, puisque moi je n'y étais pas, mais on a compris que cette audience vivait, que le doute qu'il y a des éléments qui sont sortis partout, chaque jour. Et donc, tu vois, malgré tout ce qu'on avait su avant, l'audience semblait rester le moment, utile. ouais, c'est vrai. Utile. Et j'ai même senti, c'est vrai, dans les médias, au moment des plaidoiries, un petit frémissement qu'on n'a pas trop d'habitude de journalistes qui semblaient dire finalement ça va dans... Enfin ouais, c'est vrai, c'est vrai. Oui, mais c'est vrai que voilà, l'audience, ça on le dit, enfin toi comme moi j'imagine tout le temps à tout le monde, c'est-à-dire venez aux audiences voir ce qui s'y passe, ça n'a jamais rien à voir avec ce qu'on peut lire dans les médias, parce qu'en fait c'est de l'humain, quoi. Il se passe des trucs incroyables. Est-ce que toi, il y a une chose que tu souhaiterais changer dans la manière dont fonctionne la justice? Ça peut être un élément procédural, une loi, j'en sais rien, quelque chose qui, à ton sens, permettrait justement à la justice de mieux fonctionner, de mieux juger, tu vois? Est-ce que telle loi sur telle infraction, en fait, à ton sens, elle rend totalement ineptes les décisions qui sont prises, ou la manière dont sont choisis ou sélectionnés les magistrats qui nous jugent? En ce moment, tout le monde, je ne sais pas où est-ce qu'on est allé inventer qu'on a été jugé par des juges rouges. Moi, j'ai pas du tout l'impression d'être jugé par des juges rouges au quotidien, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui tu te dis, tiens, ça, on pourrait le changer, et franchement, ça changerait vraiment la manière dont la justice elle est rendue? Alors là, nous qui passons notre temps à revendiquer, maintenant tu me saisis par cette question et je vais me dire, bon, alors je vais être sec. Qu'est-ce que je vais trouver? Non, parce qu'on a plusieurs préoccupations. Nous avons la préoccupation de préserver le secret. Moi, je pense qu'on peut se battre encore pour empêcher que nos conversations avec nos clients soient entendues quand nous leur téléphonons. Je pense qu'il y a des systèmes à trouver, par exemple. Alors, tu vas me dire, c'est pas le fonctionnement de la justice, mais c'est un principe essentiel. Pour moi, je pense que j'ai dit tout à l'heure combien je considère ce secret vraiment comme ce que nous devons défendre. Enfin, c'est ça qui doit nous unir, le secret professionnel.
et nous essayons de le défendre contre les perquisitions, par exemple. Il faut voir comment elles doivent être encadrées. Et donc, il y a ces fameuses conversations téléphoniques que nous avons avec nos clients qui sont écoutées. C'est comme ça. La loi permet qu'on les écoute. Certes qu'on ne les retranscrive pas, sauf sous certaines conditions, mais qu'on les écoute. Ça veut dire qu'on écoute des avocats et leurs clients pendant des semaines et pendant des mois, que l'OPJ qui les entend, ben, s'il est loyal, ben, il dit à celui qui l'a mandé ce qu'il a entendu. Parce que forcément, c'est intéressant. Et ça, pour moi, c'est inadmissible. Donc, je suis persuadé qu'il peut exister des principes, des trucs techniques pour empêcher les écoutes chaque fois qu'un mis en cause téléphonerait à celui qui l'aurait désigné contre son avocat. Bon, on pourrait... Donc, tu dirais, par exemple, des lignes téléphoniques, on sait que le numéro Oui. de téléphone d'un avocat, c'est une ligne qui est bloquée aux écoutes. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, personne ne peut techniquement y accéder. Peut-être que ça serait pour éviter tout, parce Ouais. qu'il ne faut pas non plus qu'on laisse s'installer des sanctuaires qui pourraient être utilisés par, alors là, des escrocs aussi, parce qu'il peut y avoir une pression sur l'avocat dont on saurait qu'il est le seul à pouvoir avoir des conversations non écoutées. C'est très compliqué comme sujet, bien entendu. Hein. Mais je pense qu'un mis en cause, s'il donnait, à partir du moment où il est mis en cause, soit parce qu'il est convoqué à une garde à vue, soit parce qu'il est mis en examen, par exemple, puisqu'on ne veut pas que ce soit tous les justiciables, on se souvient de la jurisprudence désormais, il faut qu'ils soient impliqués dans une affaire, d'accord. Mais à partir de ce moment-là, s'il donnait chaque fois un numéro que l'avocat accepte de donner comme étant la liaison par laquelle il se parlerait dès lors que le rendez-vous physique ne serait pas possible, et à condition que l'avocat l'accepte, à condition que l'avocat l'accepte, parce qu'on peut aussi dire à nos clients, vous viendrez toujours en discussion dans mon cabinet, on peut aussi avoir cette exigence. Moi, maintenant, je leur dis ça. Tu as tout à fait raison, mais parfois, il y a des distances qui empêchent qu'on se voit. Tu sais très bien que nous avons des clients un peu partout. Et donc là, il y aurait un mécanisme technique qui empêcherait l'écoute, quand bien même un jour, le client serait-il mis sur l'écoute téléphonique. Bon, bref, par exemple ça. Après, il y a toujours quelque chose qui a uni les pénalistes, même quand nous avions des dissensions terribles. Les premières réunions auxquelles j'assistais à la DAP, on était en 1993, et je regardais, il me semble que la seule décision sur laquelle ils s'accordaient tous, c'était la séparation des corps des magistrats. C'est-à-dire de dire, si tu as été parquetier, tu ne peux pas devenir juge, en tout cas pas du jour au lendemain ou pas dans une certaine formation. Bon. Alors les magistrats sont bandes debout contre ça, et donc on paraît là aussi, chaque fois qu'on l'évoque, on dit « Oh là là, vous êtes encore là, mais c'est des vieilles lunes, tout ça, il faut abandonner ça. » Non, moi je crois quand même qu'il faut valoriser la fonction de juger. Juger, c'est une fonction, mais qui est tout à fait inédite, tout à fait particulière, qui a des exigences, y compris même dans l'attitude physique. Un juge qui doit faire fi de ses propres humeurs, de ses propres opinions politiques. C'est tout à fait normal qu'un juge soit un citoyen normal, mais quand il est en audience, il faut, ce que j'ai appelé plusieurs fois dans notre entretien, mais c'est ce que j'appelle moi une disponibilité intellectuelle, c'est-à-dire qu'il sache se placer à équidistance, comme nous le disons, des arguments de la partie civile, des arguments du parquet, des arguments de l'accusé, et être disponible jusqu'à la fin des débats pour tout entendre, pour in fine prendre une décision. Ça passe aussi par une attitude physique, donner à celui qui se défend l'impression qu'il est entendu. C'est très particulier. C'est pas du tout comme un procureur, mais moi, un procureur, il peut être... Il est vif, on s'engueule. Il n'y a aucun problème pour moi. Donc, ça n'est pas la même formation. Je ne peux pas croire à ça. Et il faut bien qu'ils se rendent compte que c'est dommage qu'ils ne valorisent pas eux-mêmes cette fonction de juger, puisque tu sais très bien que même quand on perd devant un juge, parfois on va dire, c'est pas étonnant, il était procureur la semaine dernière à Nanterre, comment veux-tu qu'aujourd'hui il sache juger à Paris sans avoir l'âme de procureur? Alors même que c'est peut-être pas vrai du tout, mais cette image-là est très préjudiciable à la justice. Il faut au contraire qu'on ait des juges qui donne confiance et qui ne soit pas critiquable. Et donc, s'il a été procureur une semaine avant, puisque désormais, ça se passe comme ça. On sait très bien qu'il était procureur. Ça ne marche pas dans l'image. Je sais que beaucoup ont l'aptitude pour prendre de nouveaux habits, mais enfin, c'est pas comme ça que les choses se passent. Et puis, une formation spécifique. Donc, évidemment, avec des formations transversales, comme les avocats peuvent rencontrer les juges, évidemment, il faut qu'on se connaisse. Mais voilà, il faut valoriser cette fonction du juge. Voilà, par exemple, c'est assez fondamental finalement, comme de dire, on va valoriser les juges parce que justement les juges aujourd'hui sont critiqués. Nous les aidons. C'est nous qui plaidons pour les juges. Il faut que les juges aient conscience de ça.
C'est nous qui plaidons devant nos... entre nous, on utilise des noms qui ne sont pas... qu'on ne peut pas rapporter ici, bien entendu. Mais face à nos clients, franchement, nous faisons beaucoup de pédagogie. Et dans les médias, ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que moi je me retrouve, et toi aussi je te vois très souvent, et avec plaisir, à défendre les magistrats qui sont attaqués de toutes parts, à qui on reproche les pires mots, et à dire mais en fait vous dites n'importe quoi, c'est pas vrai, nous on les fréquente tous les jours, au contraire, si et ça quoi. Ce qui est compatible avec notre attitude au quotidien, c'est-à-dire nous sommes dans les prétoires, aux aguets. Si toi, juge, tu n'es pas à la hauteur de ta mission, nous sommes là pour le dire. Et parfois, on n'a pas le courage de le faire, hein, parce que parfois, on a quand même vu des juges les yeux fermés, et on n'a pas fait d'incident. Enfin, moi, je le confesse volontiers, mais peut-être que toi, tu estimes que tu as toujours été à la hauteur, mais des fois, on n'est pas à la hauteur. Et pourtant, c'est une attitude qui ne plaît pas au justiciable. Après, à la suspension, il nous dit « Mais il dormait, maître, et vous n'avez rien dit. » Bon, donc... Nous sommes aux aguets tous les jours et pourtant nous sommes extrêmement respectueux de l'institution judiciaire que nous défendons parce que nous savons que les gens agissent en conscience et nous savons qu'un tribunal peut se tromper, ce n'est pas le problème, il y a un double degré de juridiction. Donc nous l'avons intégré dans notre défense. On fait le maximum, on veut le meilleur résultat possible la première fois, mais on sait que si la décision est absolument inique et en dehors des clous, c'est pour ça qu'on a un double degré de juridiction. Donc on ne crache pas sur nos juges. Et nous les défendons. Et c'est vrai que c'était un des sujets qui était porté par notre ancien confrère garde des Sceaux et sur lequel, pour le coup, il n'a vraiment pas du tout réussi. Je ne sais pas s'il ne voulait pas ou pas, mais en tous les cas, il n'a pas réussi à avancer, quoi. Et comment tu conçois la suite pour toi ? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter en tant que pénaliste, en tant que... Tu vois, non mais tu as fait un certain nombre de choses. Qu'est-ce que tu aimerais encore faire ? Qu'est-ce qui te motive encore ? Ce que j'espère, c'est savoir partir au bon moment. Et donc, je pense assez tôt, aucune carrière de vieux pénaliste ne m'a fait vraiment rêver. Vraiment, ce n'est pas mon idéal de vie, de mourir sur scène. Je ne suis pas sûr qu'il y ait de très beaux vieux pénalistes. Henri Leclerc était âgé à l'état civil, mais il était resté jeune. Ça, c'est un miracle. Henri Leclerc était jeune. C'est-à-dire qu'il avait toujours la même foi dans des principes. Nous, il faut qu'on soit un peu idéaliste quand on est pénaliste. Il faut qu'on croie à certaines choses, que nous les défendions, parce que confronté à la réalité du quotidien, il faut vraiment qu'on soit très puissant dans cette croyance pour surmonter les choses. Et Henri Leclerc, il avait gardé ça. Il n'y avait aucun cynisme chez Leclerc. Donc, tu vois, ce n'est pas une question d'état civil. Mais sinon, j'ai dit tout à l'heure, on peut être très usé, nous perdons de l'énergie. Et donc, ce que je souhaite, c'est de pouvoir le repérer au bon moment pour ne pas mener des combats inutiles. Moi, j'ai toujours su qu'on n'a absolument pas besoin de moi. D'ailleurs, moi, je suis arrivé à Paris, je suis arrivé dans cette profession parce que je l'ai voulu, mais je sais très très bien que je n'étais pas attendu. Il n'y a pas d'histoire. Et il faut qu'on sache les uns et les autres que vraiment le barreau va très bien s'en sortir sans nous. Nous sommes à plus de 60 000, nous sommes 36 000 à Paris, il n'y a aucun problème. Il y a une jeune génération dont tu fais partie que je trouve magnifique. C'est ça aussi le miracle, je trouve, du barreau. De retrouver chaque année, à chaque génération, des hommes et des femmes qui ont envie, qui sont portés par les mêmes fois, quelles que soient les circonstances sociétales ou politiques. Toujours les mêmes idéaux, mais c'est magnifique. Des gens qui vont en prison le samedi, mais c'est vraiment une vie de... Mais c'est nul. Et nous, on va en prison le samedi. Ensuite, tu vas le matin ou l'après-midi entre pénalistes. Bon, c'est formidable de trouver des gens qui ont cette foi toujours. Moi, avec l'âge, j'ai de moins en moins envie d'aller en prison. Et c'est pour ça aussi que nous avons des équipes. C'est pour ça que dans tous les cabinets, nous avons des jeunes avocats qui ont encore cette envie, qui disent « Bon, mais c'est moi qui vais... » Bon, c'est magnifique, mais il faut avoir cette énergie-là. Et donc, il faut que je sache repérer le moment où je n'aurai plus suffisamment d'énergie pour compenser l'usure. Voilà. Et ce que je souhaite, moi, c'est de vivre. Je veux quand même vivre quelques années. J'espère vraiment... Sans être avocat. Oui, sans avoir ce poids... du destin des autres, puisque finalement, quand on est choisi, les gens nous disent mon destin peut basculer. Et vous pouvez l'empêcher de basculer du mauvais côté. Il faut qu'on soit quand même très prétentieux pour accepter de telles missions. Quand même, hein, c'est quand même très audacieux. Mais en tout cas, je dis prétentieux, et en réalité, ça nous pèse beaucoup, ça nous oblige beaucoup. Et donc moi, je veux pouvoir vivre avec plus de sérénité que je n'ai
que très rarement eu dans ma vie, je dois le dire. Ok, et on a presque fini. La dernière question, c'est celle que je pose toujours. C'est si tu souhaitais qu'on retienne quelque chose ou de ce qu'on dise de toi. Christian Saint-Palais, c'est l'avocat, ce serait quoi? Qu'est-ce que tu aimerais laisser comme image? Bon, mais j'espère que les gens se souviendront de moi comme ayant respecté quand même tous ceux que j'ai croisés. Voilà, j'ai essayé d'être, je crois, positif. Très, très dur aussi, parce que je ne suis pas du tout un gentil au sens de laisser tout passer. Non, non, pas du tout. J'ai des convictions, je les affirme, je peux avoir des échanges extrêmement vifs, et en même temps, j'ai beaucoup d'admiration pour des profils très, très divers, j'ai beaucoup d'intérêt, et notamment au barreau. Mais une règle, puisque tu m'y invites, j'ai posé une règle très stricte: quand je serai mort, en tout cas, aucun discours. Alors là, je vais te dire, moi, je suis très attaché à ça. Ça, c'est... Mais je ne suis pas encore mort, attention. Non, loin de là. Enfin, non. Mais je ne veux aucun discours, à aucun moment, parce que pour moi, et c'est très important quand on est avocat pénaliste, ce pourquoi j'ai le plus d'admiration, ce qui me fascine le plus, c'est le silence. Et à l'audience, tu sais très très bien ce silence quand on te dit: maître, vous avez la parole. Ce silence que tu vas devoir meubler, mais ce silence qui existe vraiment avant que tu prennes la parole, ça c'est un silence tout à fait vertigineux, mais c'est un silence, moi, qui me séduit beaucoup, et j'aimerais bien, tu vois, après tout ce tapage, tout ce bruit, le silence. C'est bien pour finir, non? Super, le long silence, c'est la meilleure fin qu'on puisse avoir. Merci beaucoup d'être venu discuter avec moi. C'était génial, c'était hyper intéressant, vraiment. Merci à vous d'avoir regardé. On continue avec d'autres épisodes à venir. Abonnez-vous si vous voulez voir les suivants, et à très bientôt. Et vraiment merci Christian, c'était super.